Mais il n'y a rien de plus con que de s'aimer les uns les autres. On a déjà du mal d'aimer ses proches, on ne va pas aimer le voisin. Il y a des dizaines de cheftaines qui sont exactement comme Lio. Ça m'étonnerait, et arrêtez tout de suite, parce qu'on va aller s'expliquer dehors. Mais la liberté, ça se paye très cher. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Vie privée, vie publique et surtout pour cette nouvelle année. J'espère que nous allons la commencer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Jusqu'où peut-on aller dans la provocation? Y a-t-il des règles à ne pas dépasser, des limites? Bref, les provocateurs sont-ils les professionnels du mauvais goût ou les derniers défenseurs de la liberté d'expression? Alors ce soir, sur ce plateau, il devrait y avoir de l'ambiance avec vous tous puisque vous n'avez pas l'habitude de garder votre langue dans votre poche. Mais tout de suite, je vous propose de regarder le sommaire en images. La provocation pour vous, c'est quoi? Faire l'apologie du libertinage? Épingler les hommes politiques? Ironiser sur la morale ou sur la religion? Et qui est le plus provoquant? Le professeur Choron, dont la réputation n'est plus à faire? Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. La belle Lio? Ou la jeune Claire Castillon, dont le dernier roman dégage un parfum de soufre? Je n'ai que ton foutre dans mon grenier qui se mélange avec la barbe à papa. Qu'est-ce qui scandalise le plus? André Santini, le père Rougier et la princesse de Breuil? Les images de Jean-Pierre Mocky? Les sketchs de Michel Muller? Les dessins de Meister? Les publicités de Christophe Lambert? Ou cette exposition de photos qui brode très librement sur le thème de la Pietà? Gageons qu'à ce petit jeu, il nous arrivera d'avoir quelques surprises et que l'homme de la rue ne sera pas toujours d'accord avec nos invités. Jésus, il a des couilles, alors que Choron, il n'en a pas beaucoup. Claire Castillon, bonsoir. Vous venez d'écrire Le Grenier, vous êtes écrivain. Alors vous avez l'air, vous, toute timide. Et pourtant, vous écrivez des choses absolument effroyables que peut-être aucun homme même n'oserait écrire. Est-ce que vous avez le sentiment d'écrire comme un homme ? Non, pas comme un homme, comme j'avais envie d'écrire, comme j'avais besoin d'écrire et comme c'est sorti tel quel. Par provoque? Non, pas par provoque, par naturel. Par naturel. Jean-Pierre Mocky. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, dans vos films, tout le monde aussi en prend pour son grade. Les femmes, Je ne viens pas encore assez fort, je devrais aller plus fort encore. Je suis timide. Très bien. Les politiques? Oui, les politiques, les curés, Les sportifs? Puis, les sportifs, oui. Alors, on se demande pourquoi les sportifs et ceux que vous détestez le plus, finalement. C'est-à-dire, je déteste personne, mais je trouve que les gens sont endormis. Il faut les réveiller. Donc, les provocateurs, c'est fait pour réveiller les gens. Et il faut que ça existe. On n'est pas assez nombreux. Lio, à 14 ans, vous chantiez Banana Split. Est-ce que vous aviez le sentiment, à ce moment-là, d'être déjà provocatrice ou pas? Non, enfin, moi je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine mollesse et c'est pour ça que j'ai chanté les bananes, le seul fruit tout le temps en érection, dur, vaillant et plein de plaisir, conquérant, quoi. Et à partir de ce moment-là, vous avez toujours voulu rester dans la provocation, par désir de choquer ou pas? Non, par désir d'exister. Professeur Choron, pourquoi justement ça tourne toujours autour du sexe? C'est parce qu'on croit que c'est libéré, le sexe, puis finalement, tu t'aperçois que non, c'est toujours aussi égrillard, tu vois, t'as pas le droit de montrer ton cul pendant une petite balade dans Boulogne avec le cul à l'air, les flics viennent machin. J'avais oublié de dire que vous tutoyez aussi, par provocation aussi? Vous tutoyez tout le monde? Oh, c'est de la petite provocation à la Carl Zéro, c'est minable. Sympa, ça va lui faire plaisir. Ah non, mais c'est minable, c'est minable. Ah non. Alors, votre vrai nom, vous, Georges Bernier. Que j'ai renié. De Charlie Hebdo à Harakiri, alors vous avez toujours été sur le même registre de la provocation. Vous n'avez jamais eu, vous, envie de changer de registre? Il y a des gens qui m'ont proposé en me disant, tu sais, tu devrais faire quelque chose de sérieux, Choron, tu devrais faire un truc comme Voici, tout ça. Tu vois, genre, on a préféré rester dans Harakiri. Mais c'est le même boulot, finalement. Fait avec humour, quoi. Michel Muller, alors vous êtes
même si vous n'êtes pas tout à fait tout jeune, mais vous êtes quand même l'un des... Non, écoutez, non, je pensais qu'on allait rester correct. Oui, non plus, vous n'êtes plus toute jeune. Mais moi, je le dis. C'est... Alors, Michel Muller, vous faites un tabac. Écoutez, J'ai rien dit, moi. je suis mal entouré ici. Vous faites un tabac chez les jeunes. Ah bon? Oui, en particulier. Écoutez, ça fait plaisir. Oui, c'est ce que l'on dit. Alors vous, bestialité, handicapé, enfin aussi tout y passe. Rien ne vous arrête. Vous définissez vous comme un comique gore. Ah ouais. Ben non, mais c'est vrai que moi je me suis sevré à Harry puis Charlie Hebdo, et c'est ça qui m'amuse, quoi. J'aime bien effectivement quand ça pète un peu, quoi. Quand ça gratte. Alors, il paraît que vous vous sentez, vous, particulièrement laid. Vous dites, je suis laid, je suis Qu'est-ce qui beau. vous a fait vos fiches, là? C'est faux. Vous m'avez peut-être trouvé laid, mais moi, ça va. Avec nous aussi, James Arch. Alors, vous c'est par provoque aussi. Vous vantez de pouvoir dépenser au jeu 100 000 francs. Enfin, je m'en vante pas, je le fais. Et puis, je veux dire, j'ai pas de compte à rendre aux gens, puisque j'estime que je dépense mon argent, pas celui des autres. Mais vous avez le sentiment de faire de la provoque aujourd'hui, où les gens ont quand même, où il y a un manque d'argent certain? Je pense pas qu'avec ce que je gagne, je pourrais pourvoir à la misère. Donc, j'en profite au maximum. Tu voudrais pas aider un jeune comique? Tu voudrais pas aider un jeune comique qui démarre? Un jeune comique? Je sais pas, bien tu voudrais entendu. m'acheter une voiture? Si, par exemple, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, pour répondre à vos propos, le père Rougier, qui est en même temps prêtre du diocèse d'Évry, et alors on dit présentateur du Jour du Seigneur sur France 2. Pas du tout. Prédicateur. Je savais. Mais souvent, j'imagine, quand vous dites présentateur, vous présentez le Jour du Seigneur. On dit n'importe quoi. Moi, une fois, on a dit que je faisais une conférence sur l'athlétisme. C'était sur l'athéisme. Alors, on dit ce qu'on veut. Hein. Et ça vous ennuie lorsque l'on vous dit Non, ça? non, c'est marrant. Mais moi, le Jour du Seigneur, c'est mon émission préférée. Ah ben voilà. C'est quand même une émission que tu passerais sur un café-théâtre, que tu te fendrais la gueule jusqu'au bout. C'est vrai, on est heureux, mon Seigneur, on est heureux. Mais tu mets ça sur une scène de café-théâtre, tout le monde explose de rire. Cet anticléricalisme qu'il affiche depuis très longtemps vous fait bondir? Je ne sens pas les valeurs évangéliques menacées par ce genre de propos. En tout cas, moi, j'avais envie de dire par rapport à cette émission que pour moi, Jésus-Christ était le plus grand des provocateurs, mais sa provocation portait sur un autre thème, c'est-à-dire il voulait défendre la cause de l'homme, et chaque fois que l'homme était diffamé et outragé, il prenait sa défense en provoquant l'ordre établi. Alors ça, vous nous en parlerez un peu tout à plus l'heure. tard. Vous nous expliquerez votre Voilà. conception de la Mais provocation. c'est important, quoi, parce qu'il en est mort. Bien sûr. Et en ce qui me concerne, Et là, moi... plus personne ne rit. Hein. Non, mais il savait qu'il allait ressusciter, il a fait semblant de mourir, faut pas déconner, tout ça c'est bidon. Je voudrais finir les présentations. Ça Je voudrais m'aurait finir plu les d'être présentations curé, ça pour m'aurait enfin, même si déjà tout a commencé. Alors Christophe Lambert, et oui, c'est vous. Bonsoir. Vous êtes publicitaire, vous Eh n'êtes oui. pas comédien, ou alors vous avez énormément changé. Oui, mais l'autre est un usurpateur, pas moi. Très bien. Princesse de Breuil. Oui. Donc, on vous appelle, vous êtes princesse, on vous appelle princesse. Par mariage. Non, on m'appelle Marie-Blanche en général. Marie-Blanche de Breuil. Voilà. Donc vous écrivez depuis longtemps des livres Oui. et vous donnez des cours de cuisine et surtout d'art de vivre. D'art de vivre et d'organisation, voilà. Parce que d'organisation pour recevoir. Vous êtes choquée Mais pas choquée là par tout ce qui a été Là, ça dit? se passe bien, là. Eh bien, écoutez, je dirais que la provocation est quelqueus un moyen, un exutoire pour faire éclater. C'est une soupape aussi, qui donc quelquefois on en a besoin. Vous C'est êtes une chose capable nécessaire. vous, de dire des gros mots, de provoquer ou vous retenez? En privé, certainement. Ah, un gros mot. Un gros mot. Un gros mot. Bah, merde, tout le monde, quoi. Oui. Ça vous était adressé, je crois. Pas nécessairement. Pas nécessairement. André Santini, donc quand même très médiatisé comme homme politique. On voit dans beaucoup d'émissions. Vous adorez passer dans les émissions de télévision. Jean Service. Tu fais plus de politique. C'est gentil, c'est gentil. Vous êtes maire, ici les Moulineaux, député. Vous êtes aussi, bien sûr, à l'UDF. Et vous adorez les bons mots. Hein? C'est ce qu'on dit, oui. Oui, vous adorez la provocation aussi ou vous êtes gentiment provocateur? Non, la provocation en politique, ça consiste d'abord
à trouver la formule que les autres pensent et regrettent de ne pas avoir dite. Un bon mot n'est intéressant que s'il est authentique. Il faut qu'on puisse dire, quand j'avais dit de Édith Cresson, et ça avait été repris après pour Juppé, à force de descendre dans les sondages, elle va finir par trouver du pétrole. C'était exactement la situation. Tout le monde aurait pu le dire. Et l'UDF, est-ce que vous avez des bons mots aussi pour votre parti, l'UDF? J'évite parce que déjà, je ne suis pas tout à fait comme les autres. Alors si en plus j'enfonce mes copains, c'est plus de la provocation, c'est de l'assassinat. Est-ce que la provocation, pour vous, justement, politique, c'est une façon d'exister, de vous faire repérer? Oui, c'est vrai que le créneau de l'humour n'est pas très disputé, puisque nos politiques aujourd'hui, ils sortent de l'ENA, ils sont tous conformes, ils ont la même coiffure, la même élocution. Même QI. Le même QI. Très bas, très petit. On leur a dit surtout ne sois pas original. Si tu veux être su et durer, il ne faut pas être original. Moi, je me demandais si le fait de faire des médias avec des microcéphales comme Muller ou Choron, par exemple, comment les gens prenaient ça? Ils le prennent bien. Ça les intéresse. Tu veux dire qu'on t'aide, là? Oui. On fera un sondage à la suite de l'émission, vous nous direz. Alors avec nous ce soir, et pour aussi nous caricaturer, un dessinateur, Jean-Marie Ballester, connu sous le nom de Maester. Et pour les amateurs de BD, vous êtes l'auteur entre autres, de personnages très connus, Marie-Thérèse de Batignolles. Alors, je ne sais pas, Père Rougier, si vous connaissez ces BD. Je ne connaissais pas, j'ai vu simplement. Nonne qui se soumet aux drogues douces. Vous n'en voyez pas beaucoup, j'imagine. Jamais j'en ai vu, non. Leur drogue, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la provocation pour vous, Maester? Je sais pas, moi, c'est ça peut-être. Ah bah ça, je me reconnais. Oui. C'est pas très provoquant, ça. Alors, tout de suite, pour lancer cette émission, j'aimerais que l'on regarde quelques moments de provocation qui, je suis sûre, sont restés gravés dans vos mémoires. Jour de gloire. Ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Regardez, elle est tombée au-dessus du genou. Ah, je peux plus. Oh la merde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pensez de l'émoi que provoque votre mariage? Chez les autres? Chez tout le monde. Je les comprends. Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux. Good evening. Hey, j'avais prévu qu'il y aurait des saloperies comme ça. Venez vous asseoir, monsieur Gildas, vous n'avez rien à craindre. Commence à parler. Je suis Nigo Edouard et this is Tango Babar. Oui, nous être président de Waco Gonzo, le fan club de Django Edwards. Hey, on adore Django Edwards. Django, ton dernier spectacle is great. We love it. Attendez, monsieur Gildas, ne bougez pas, vous en voulez un peu. Ton dernier spectacle is great. We love it. Tu fais des cabrioles. Mais il est là. Oh, mais il ne veut jamais jouer. Il veut jamais jouer avec nous. Mais c'est pas vrai. Il ne veut jamais jouer avec nous. Alors, attends, là-dedans. André Santini, alors vous êtes... on vous sent radieux, épanoui en regardant cela. C'est formidable. J'observais quand même, sans rien avoir avec le sujet, qu'ils sont presque tous morts et jeunes. Ça use. On dirait que le fait d'être drôle émane de gens plus sensibles. J'en suis d'ailleurs un peu persuadé. C'est des gens qui repèrent la faille, qui s'investissent aussitôt et qui doivent, je ne sais pas pourquoi, être rendus plus fragiles. C'est quand même flagrant de voir qu'un... Vous envoyez des fleurs, là? Vous envoyez des fleurs? Moi-même, non, j'ai déjà passé un certain âge. de temps en temps, donc vous dites, je suis fragile, les gens drôles ne sont pas tout à fait comme les autres. Moi, je suis pas en très bonne santé en ce moment. J'ai fait une radio ce matin, il y a comme une tache, et je me sens pas trac. Marie-Blanche de Broglie et Père Rougier. Ce que disait tout à l'heure le professeur Choron, c'est que finalement, c'était toujours les histoires de fesses qui faisaient rire. On en a encore
une illustration, c'est à ce moment-là que tout le monde se lâche. Est-ce que vous aussi, c'est ce qui vous fait rire? Ça a toujours fait rire les Français. En tout cas, c'est très français comme... maintenant, de dire que ça fait rire aux larmes, quelquefois on aime des choses un tout petit peu plus spirituelles. Ce qui était marrant, c'était que c'était en direct, quoi. La provocation, elle existe jamais sans le support sérieux, quoi, sans un truc solide, quoi. Dans Nulle part ailleurs, ce qui fonctionnait, c'était Gilles Las, qui représentait l'homme sérieux. Un peu institution. Institution à qui on mettait... C'est le seul qui peut mettre un sac poubelle sur la tête et que ça fonctionne. Si je le faisais moi, ça fonctionnerait beaucoup moins. Alors, justement, on va parler de vous, Michel Muller. Priorité aux jeunes, hein, Jean-Pierre Mocky et le professeur Choron. Qui crève les gens. Enfin, priorité quand même. Il faut quand même une relève. Vous avez un quart d'heure. Donc, vous êtes aussi à Canal+, vous donnez bien sûr des spectacles, heureusement, en dehors de Canal+. Alors, Canal+, ça s'appelle « Fallait pas l'inviter ». D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose, hein. Est-ce qu'il fallait vraiment plus inviter? On va voir. Alors, vous, ce que j'aimerais quand même dire à ceux qui ne le sauraient pas, c'est que vous êtes un ancien ingénieur, professeur de maths, vous avez enseigné dans les collèges et en prison. Et alors, et comment est venu ce métier? C'est naturel, c'est toujours comme ça le cursus. On est prof de maths, puis on finit à la télé. Je sais pas, j'ai dérapé, j'ai fait une erreur. Alors pour que vous tous, mais surtout le téléspectateur, comprennent de quoi on est en train de parler, j'aimerais que l'on regarde, parce que vous n'avez franchement... Ils ont tous zappé, là, déjà. Oui, mais j'aimerais que l'on regarde quelques-unes de vos œuvres. On dit avant d'épouser la fille, regarde la mère. Moi, j'ai fait mieux. J'ai essayé la mère. Ah oui, c'était top. Hein. Ouais. Mais pour être vraiment sûr, j'ai essayé la grand-mère. Moi, je le trouve un peu mou du gland. Oh non, 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 c'était bien, c'était très bien. Il ne peut pas revenir la semaine prochaine? Non. La famille, ça fait mal. Picouli, il dit que pour être écrivain, il faut avoir de bonnes fesses pour rester assis très longtemps. Ça, c'est au moins un prix concours, ça. Mais ça va pas! Picouli, il dit des conneries. Professeur Choron, c'est aussi drôle que ce que vous faisiez alors? Ou c'est d'aussi mauvais goût? Non, moi, il y a des idées que Muller, j'aurais voulu les avoir, tu vois, je suis un peu jaloux, parce qu'il me fait vraiment marrer, puis il a la gueule, quoi. Il a tout. Alors vous aussi, ça passe beaucoup, alors histoire de fesses, on y revient toujours. Tout le temps, on baisse son slip, c'est aussi ça qui fait... Non, je ne l'ai pas baissé, je suis allé chercher dedans. Oui, d'accord, mais c'est aussi ça, la provocation, c'est toujours ça? Ça passe toujours par ça? Ça dépend des sujets, c'est vrai que c'est un domaine qui m'inspire, je vais pas vous le cacher. Son humour et sa provocation vous font rire, Père Rougier? C'est très moral, la conclusion, là, ça y reçoit une baffe, c'est fantastique, là. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le Père Rougier écrit pour moi régulièrement. Attention à ce que vous dites. Non, mais on peut le dire. Faut couper, là. Non, ce que j'avais envie de dire, tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, là, il n'y a que le sexe qui fait rigoler. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine inquiétude dans ce domaine-là et un certain mépris pour le corps. Et donc, ils calment leur angoisse par la dérision. Je sais aussi, pour avoir fréquenté les milieux médicaux, j'ai été infirmier pendant 2 ans, que des gens qui sont sans arrêt avec le corps humain dans ce qu'il a de plus pénible à regarder ont envie de décompenser et c'est par le fou rire et l'humour qu'ils le font. Mais c'est pas méchant, si vous voulez. On peut provoquer beaucoup plus fortement dans des domaines infiniment plus importants. Michel Muller, est-ce que vous avez eu des retours de vos élèves depuis que vous faites de l'antenne? J'en ai croisé quelques-uns, oui. Comment ils réagissent, vos élèves, vos anciens élèves? Je sais pas, il y en a un qui m'a dit, on se doutait que vous n'étiez pas vraiment prof de maths. Vous étiez avec eux provo ou pas? Pas du tout. De temps en temps, il y avait des trucs que je ne savais pas du tout enseigner. C'était ça le problème, quoi. On attaquait des domaines que je ne connaissais pas et que je devais expliquer. Donc je passais à autre chose, quoi. Je racontais des blagues. Est-ce que vous avez-vous des interdits? Est-ce que vous interdisez certaines choses ou pas? C'est vrai que l'année dernière, sur Fallait pas l'inviter, on n'a pas tapé dans la vie privée parce que ça me fait pas rire souvent, et plus l'image que représentait l'invité dans la société. Donc ça reste l'image publique? Ça restait l'image publique. On ne tapait pas non plus sur le physique parce que j'en ai pas les moyens. Voilà une parole sincère. Et vous... Mais comment vous pouvez juger que le reste n'était pas... Vous êtes culotté. Claire Castillon.
Alors vous êtes toute jeune, 24 ans. Vous venez de publier un livre, Le Grenier, qui est sacrément cru. Je vais résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse d'un homme marié. C'est l'histoire d'un adultère, d'ailleurs, qui se finit bien, puisqu'il y a un enfant, etc. Mais pendant tout le temps de cette relation avec cet homme, cette femme dit des choses épouvantables. En permanence, hein. Elle voudrait que son épouse soit violée. Enfin bon, et à chaque phrase, c'est vrai que c'est très cru. Ouais. Il y a cette histoire d'adultère et puis il y a l'histoire du rejet du corps, donc c'est ce qui permet de parler du corps, mais on verra. Oui. Mais donc vous, le grenier, c'est en même temps c'est l'estomac et le sexe de la narratrice. Et le cerveau. Et le cerveau. L'espace intérieur, vraiment, l'intérieur de la poche complète. Alors quand vous l'expliquez comme ça semble très intellectualisé. Le mieux peut-être, c'est que vous lisiez le début de votre livre. Oui. Tu pars, il est tôt mais tu pars. Je n'ai que ton foutre dans mon grenier qui se mélange avec la barbe à papa que je mange en entier parce que dans les greniers, il faut des toiles d'araignée et aussi des bâtons pour parfois décrocher les toiles. Et ton foutre est pris au piège de l'araignée et j'ai mal dans mon ventre et ma tête est serrée. Tu me manques, j'ai avalé ta photo, j'ai bu ton santal, j'ai léché la baignoire où tu avais pris ton bain. Voilà, et la suite, bon. C'est bien, hein. C'est beau. Et Moki, tu vas faire un film. Ah oui, c'est bon, il faut le faire. Non, mais ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est que tous les gens qui sont ici, ils ne pensent qu'au cul, ils travaillent pour le cul. Ils gagnent de l'argent pour le cul, parce que ça intéresse tout le monde. Alors, Monsieur Santilli est intéressé par le cul, et même le curé est intéressé par le cul, parce que pourquoi il y a tellement de pédophiles? Parce qu'on interdit aux prêtres de baiser. C'est pas normal. Les pasteurs baisent, les rabbins baisent, et eux ne baisent pas. Moi, je me suis attaqué à l'église uniquement parce qu'il y a un prêtre, quand j'avais 9 ans, qui m'a foutu la main à la bite. On parle encore de bite. Mais je veux dire, alors, à partir de là, les enfants aujourd'hui, combien n'osent pas parler? C'est ça qui est grave. C'est une émission qu'on a déjà faite précédemment pour expliquer tout ça, pour expliquer pourquoi la vache est folle, pourquoi les curés sont pédophiles, pourquoi... Attendez, les curés sont pédophiles, là, je vous arrête une seconde. Pas tous. Non, mais attendez, dans tous les métiers, il y a des pédophiles. Oui, mais pas des gens qui prêchent la religion, qui prêchent l'abstinence, qui prêchent... Le cul mène le monde. Le cul... Regardez Clinton avec sa bonne femme, regardez tout le monde, regardez Mitterrand, regardez tout ce qu'ils ont fait. Mais Giscard d'Estaing, toute la bande. Et Madame de Broglie, qu'est-ce qu'elle fait? Madame de Broglie, alors justement, Marie-Blanche de Broglie, quand vous entendez Jean-Pierre Mocky, ça fait des années qu'il le dit, on l'a toujours entendu dire, le cul mène le monde. C'est un constat. C'est un constat. Ah, c'est un constat pour vous. C'est un vrai constat. Ça existe depuis que le monde est monde. Le monde est monde, mais on est là justement pour réprimer. Pour réprimer le cul. Non, pour réprimer ces instincts. Moi, je suis là pour parler de la bienséance, on m'a dit. Et je ne veux pas avoir l'air d'un diplodocus ou d'un dinosaure. L'éducation, c'est fait justement pour réprimer ses instincts. Voilà. C'est bien pour ça que je n'aime pas cette idée d'éducation qui n'est qu'un dressage. C'est pas du comme tout. ça qu'on rend les gens heureux. Ah, mais pas du tout. Faut moi, je suis très heureuse. Certainement. Mais non, enfin, c'est une question de... Enfin, vous voulez parler... Non, je voudrais juste redonner... Oh, c'est gentil, Jean-Pierre Mocky. Je voudrais juste redonner la parole à Claire Castillon, qui a à peine eu le temps de lire... Mais elle aussi, elle aime ça, tout le monde. De lire l'extrait de son livre, elle n'a pas pu en placer. Vous voudrez bien savoir ce qui se passe dans le grenier. Ah bah ça, vous le lirez, hein, vous le lirez. Je voudrais savoir quand vous avez écrit ça. Claire, alors il y avait de la provocation ou pas? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une seule page, on ne parle pas de vomi, de constipation, de foutre. C'était pas de la provocation, c'était une espèce d'instinct de survie, parce que ça fait tellement mal que parfois il arrive de rire, tellement c'est douloureux à voir, donc on peut enchaîner le rire, les larmes, tous ces états-là. Et dans ce livre-là, c'était de parler des tripes avec des mots tripales. Et tous ces mots-là, c'est vrai que c'est des mots naturels. Je ne pouvais pas faire une fleur à chaque fois. Mais c'est un peu comme aussi une petite fille qui dirait pipi, caca, boudin, avec d'autres mots. C'est un peu comme si tout ça était... Je suis d'accord. C'est vrai que ça peut être ressenti comme ça. Et c'est normal parce que justement, elle reprend sa voix de petite fille pour parler de ce corps, pour parler de ce grenier qu'elle s'est forgé. Mais vous avez choqué autour de vous? Étonnée, parce que c'est vrai que je ne parle pas comme ça et que c'est ce que je laisse à l'écrit, parce que je le... Alors comment les hommes ont réagi à votre livre? Il y a eu des propositions. Je pense que les hommes ont mieux compris que les femmes, finalement. Ils ont mieux compris souvent tout, et souvent ils s'attachent à des choses qui ne sont pas forcément sexuelles et qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus qui touchent pas justement au corps. Ils sont allés chercher le reste. Donc peut-être parce que le corps les gênait. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, les femmes étaient plus dures avec le langage.
Est-ce que c'est aujourd'hui un phénomène de mode? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes écrivaines, moi je vais le dire au féminin, qui écrivent de plus en plus justement sur la sexualité, des histoires d'amour, de sexe. Et de façon très crue. La révolution sexuelle, elle est portée par des femmes qui demandent en gros ce qu'on les a demandé depuis longtemps. Mais est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est par provoque? Ou c'est simplement parce que tout simplement ça vend? Et on vend bien. À mon avis, c'est pas par provoque ni parce qu'on vend. Avant, il y avait une sacrée censure aussi. Hein. Il y avait une censure terrible pour le livre, hein, Régine Deforge et tout ça, et Prouvaire et toute la bande. Ils sont payés cher en diffusant des livres comme elle. Pense à Tourbette, hein, au pilon. Hein. Christophe Lambert, alors en tant que publicitaire, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est vraiment le rôle de la provocation dont on parlait tout à l'heure, et même au niveau du cul, c'est de faire en sorte qu'on ouvre de temps en temps le couvert pour éviter que ça explose. Et c'était le cas des maisons closes, et c'est le cas de la littérature érotique, etc. Mais la provocation est un moyen, elle devient gratuite quand ça devient une finalité. C'est un moyen, à un moment donné, d'aller faire avancer, d'aller lutter contre des blocages, des interdits, etc. Ça a une vraie fonction. Le mariage de Luron et Coluche, c'est le premier, ça aboutit au Pax, donc ça a une vraie fonction à un moment donné dans la société. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'ailleurs que dans la littérature ou dans le cinéma, Jean-Pierre Mocky, qu'il y a de la provocation. Dans la rue aussi, ça bouge. On regarde. Fini l'abstinence des années sida, fini l'époque où l'on vous conseillait de sortir couvert. 60% des Français, selon les derniers sondages, se sentiraient plus libres dans leur vie sexuelle. Ils le revendiquent comme un pied de nez provoquant à la morale, sûr d'être de nouveau à la mode et dans l'air du temps. Il y a eu des groupes qui se sont trémoussés. J'ai rarement tutoyé un homme d'aussi près. Du coup, c'est l'escalade dans la provoque. Même l'échangisme n'est plus tabou. En couple depuis 3 ans, Sylvie et Stéphane affichent sans complexe leur goût pour ces jeux sexuels, longtemps sulfureux. Tiens, t'as du courrier. J'adore faire l'amour, quoi. Et par contre, les clubs, franchement, je connaissais pas. Mon mari connaissait. Et un jour, il m'a dit, est-ce que ça te dit d'aller dans une boîte? J'y suis allée, puis j'ai regardé. Et après, bon, on s'est posé toutes les questions. Et une quinzaine de jours après, il me dit, ça te dit de retourner? Et je dis, pourquoi pas? Et puis de là, Mon entourage est au courant, parce que je m'en cache pas. J'en parle de plus en plus. C'est vrai que moi, il y a pas plus de 3 ans, j'en parlais pas. Hein. J'en parlais pas parce que c'était pas bien, justement. On n'a aucun problème à en parler. Et je crois que ça fait partie du fait d'assumer simplement sa position. Sur le principe, on fait de mal à personne. Non. Donc, on fait du bien. On se fait que du bien, oui. Et hop là, feu. Excusez-nous, maintenant c'est prisé. Salut. Ça fait partie de la vie courante, c'est comme aller en boîte. De toute façon, c'est une boîte, ils viennent, ils dansent, ils boivent un coup. S'ils veulent faire autre chose, ça les regarde. On peut dire que c'est politiquement correct, c'est même mode. Autre lieu, même atmosphère, ce vent de libertinage suscite bien des reconversions, y compris les plus surprenantes. Il y a 9 mois, j'étais encore gendarme. J'ai démissionné pour faire mon métier de gogo, organisateur de soirée. J'avais un joli képi, et maintenant, cow-boy. Le show est prêt. Je mets le corps dans la rue, je me prépare dans la rue. J'ai commencé le show directement. C'est parti. C'est de la provocation pour vous? Non, ce qu'on vient de voir à la fin, c'est la même chose que le phénomène du bouquin, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est provoquant, c'est que ça vienne des femmes et que ce soit des hommes qui dansent sur le bar. Donc c'est simplement, nous aussi on a le droit, etc. C'est tout le débat sur le plaisir et le plaisir et le sentiment. Est-ce qu'une femme est obligée d'aimer quelqu'un pour jouer? Non. Donc de la répression là-dedans, hein, parce que bon, disons que une boîte comme ça existe à Paris.
Mais va faire ça à Verdun, dans mon bled, ou un truc comme ça, tout de suite, il va y avoir les flics, pas aller à la pharmacie, et ça va être fermé. Pour vous, provocation ou pas, André Santini? Non, c'est pas la provocation, ça. Ça gêne personne, puisque c'est en vase clos, c'est entre copains qui se passent le tuyau. Ils le font pas encore sur le trottoir. Non, mais le fait qu'il Ce que j'ai bien aimé, c'est le gendarme. À la limite, l'ancien gendarme, ça, c'est un peu provoquant. Quand le colonel va regarder, il va dire, tiens, merde, j'ai perdu un élément, là. Mais il est encore gendarme ou pas? Non, il a dit qu'il a démissionné, quand même. Ce qui fait la frontière de la provocation, c'est aussi les médias. Je veux dire, les médias n'ont jamais autant parlé depuis X mois des boîtes échangistes. Il y en a même dans le Nouvel Obs qui donne les adresses. Il n'y en a pas plus qu'avant. Il y a quelques années, parler d'échangisme, c'était vraiment, on le cachait, c'était tabou, c'était politiquement incorrect. Oui, mais maintenant, ça fait presque branché. Oui, ça c'est fait même branché plus parce que provoque, c'est on est une presque époque. branché. Comment ça se fait? Parce que les gens s'ennuient la nuit, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça tombe encore sous le coup de la loi? Je crois pas. Je crois pas. C'est intolérance entre adultes qu'on s'entend et c'est hors d'atteinte d'un voyeur éventuel. Donc, je crois pas. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur cul. Tant qu'ils ne s'attaquent pas à des mineurs, tant qu'ils ne le font pas, qu'on puisse le voir sur la voie publique. C'est pour ça que vous appelez ça un progrès. Moi, j'appelle ça vraiment du touche-pipi. Personne n'a dit progrès. Vous trouvez que c'est passionnant, là, que le gars... Pourquoi il reste avec sa bonne femme? Alors, ça les excite tous les deux. J'ai lu des déclarations, n'est-ce pas? Ça les excite tous les deux de changer de partenaire. Enfin, ils n'ont qu'à divorcer. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas de la provocation. Non, mais si les boîtes marchent, c'est que ça fait plaisir aux gens. Oui, alors ça, les églises ça crée des emplois. C'est presque de la provocation par rapport au sida, il y a tout ça, parce que je reviens là-dessus. Voilà. Je voudrais en parler, justement, parce que le prix à payer de tout ça, c'est que pendant un certain temps, tout le monde faisait très attention, bien sûr, sida, préservatifs, et là, il y a un relâchement total. Il paraît que les préservatifs, voilà, tout ça est oublié. Les moulins. Et il y a toujours eu des maladies vénériennes, et il y en aura encore. Enfin, le sida est un peu... Et la syphilis, c'était pas rien. Oui, mais ça se traite, cher ami. Je voudrais demander à Marie-Blanche de Breuil. Alors bon. Si pour vous, ça c'est du politiquement incorrect, de le mettre sur la place publique, parler de sa vie intime, sa sexualité. Je vais vous dire, par mon éducation, c'était des choses dont on ne parlait pas. J'imagine. Donc, voilà. Ce que je trouve que ce qu'on oublie un petit peu, c'est l'amour là-dedans. On n'en parle pas. Mais attendez, mais il est sous-entendu. Écoutez, Marie-Blanche, c'est pas parce qu'on baisse qu'on n'a pas d'amour quand même. Mais oui, mais si c'est avec des échangistes. On n'a pas d'amour, mais on a le sida, ma chérie, ça remplace. Alors, je trouve qu'il faut, je sais pas, donner un idéal aux gens, parce que là, bon, on fait ça, on fait pas ça, la chose, comme on disait au 18e. On fait pas, mais où est l'idéal? Où est l'amour? Quand on aime quelqu'un, on a envie de partager avec lui, que ce soit un autre qui le prenne. Ce qui est dit en ce moment, c'est qu'on essaye de dissocier, simplement, ça se voit dans cette littérature partout, c'est qu'on veut dissocier les sentiments de la baise. Je veux dire, on peut baiser sans amour et on peut baiser avec amour et que les choses sont dissociées. Attendez, là, je viens. Une seconde. C'est parce que là, vous n'avez pas lu le livre. Là, c'est l'amour à mort. C'est l'amour à mort, donc je te donne mes tripes à manger. C'est complètement. Comme dit Lambert, c'est pas que de la baise, il y a de l'amour. C'est-à-dire que c'est au nom de l'amour, pour résumer son livre, au nom de l'amour, tout est possible, tout peut se dire, tout peut se penser, tout peut se faire. Voilà. Alors attendez. Liberté, tout peut se dire, tout peut se penser, maintenant se faire ou pas, dans la limite d'autrui. Mais enfin, nom de Dieu, je dis, on n'a pas eu le siècle des Lumières pour retomber là-dedans. On peut tout penser, n'importe quelle pratique sexuelle est pensable. Et il faut arrêter de ne pas pouvoir en parler. Tout, la zoophilie, tout est pensable. Maintenant que la société légifère, ça c'est une autre chose et nous sommes là pour... Le silence est tabou. Est-ce que tout peut se dire, Lio? Non, moi je dis que... tout peut se penser quand même. Tout peut se penser. On ne va pas fliquer les fantasmes. Tout peut se penser. Alors est-ce que tout peut se dire, tout peut s'énoncer? Très strict avec soi-même et très tolérant vis-à-vis des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour soi-même, on a son mode de vie, son idéal, mais vis-à-vis des autres, il faut savoir les écouter, les comprendre, pourquoi, ce qu'ils font, ci ou ça, et pas être braqué quelquefois. Non, mais si vous avez des pulsions, elles sont là et vous réfléchissez pas, vous y allez. Vous avez des pulsions, allez-y.
Et puis il y a quand même la transmission, Non, mais ce qui- la transmission des connaissances. Ah, ouais. Moi j'aurais bien Non, voulu mais que c'était maman un elle bon m'apprenne à parole. faire l'amour, tu vois, elle m'a pas même pas. Heureusement. Michel Muller demande la parole. Je demande la parole. Parce qu'il 10 minutes qu'il n'a rien dit. Alors. Voilà, maintenant je n'avais rien à vous dire, ça va? Ça va très bien. Alors, Ça se passe bien allez-y, comme il faut. allez-y. Non, je veux dire, le fait de montrer, c'est pas les clubs échangistes, mais le fait de les montrer comme tout le monde nous les montre depuis quelques mois déjà à la télévision, c'est vrai que c'est... Oui, dans les journaux de presse écrite. Oui, pas hein, partout. qui- Donc, quand même. non, mais c'est là où ça tombe complètement à l'eau. Alors, La qu'est-ce- provocation, c'est quand c'est pas montré. Voilà, alors qu'est-ce qui est de la Aujourd'hui, provoque aujourd'hui pour vous En dehors de par ce que exemple, vous faites la vous et qu'on va voir. Par exemple, la religion sur France 2, par exemple, moi je sais que j'ai fait un sujet pour une émission qui s'appelait Fou d'humour et qu'on m'a expliqué, comme il y a eu la messe du dimanche, qu'aujourd'hui il n'était pas possible de raconter ça. Et on m'a pas dit c'est pas drôle parce que il se trouve que là pour une fois c'était réussi. Et donc on m'a dit tu reprends ta cassette et tu vas ailleurs, pas sur France 2, ça nous fait rire mais on diffuse la messe du matin. Avant de continuer et de regarder justement ce que vous avez fait sur la religion, j'aimerais peut-être qu'on fasse un tout petit peu un point avec Maester. Alors, Il faut que je lise, c'est moi. Oui, lisez, parce que nous... Le jour où les prêtres ressembleront à Lio, l'Église gagnera des fidèles. Ça, c'est gentil, non? Mais ça, c'est pas très provoque quand même, si? C'est provoque pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de Monsieur Oh, Rougier. pas du tout. Est-ce que c'est Pas du tout. provoque? Moi, je connais des dizaines de cheftaines qui sont exactement comme Lio. Ça m'étonnerait, et arrêtez tout de suite, parce qu'on va les expliquer dehors. Je refuse. Mais présentez-les Ah moi. ça, alors, Michel Muller, fallait pas l'inviter. Il va engrosser une princesse, ça, alors... Attendez, ça, c'est pour vous, Marie Bondeville. J'essaie d'attaquer doucement. Non, vous inquiétez pas, Marie-Hélène. Oui, oui. Je vais vous expliquer. Vous expliquerez après, d'accord. Parce que je vais vous emmener au club juste après. On va aller dans un petit club tous les deux. Échangistes. Ça vous fait rire ou pas? Si. C'est vous, Marie-Blanche? Je vois pas ce qu'il y a au-dessus. Ne vous Michel inquiétez pas. Muller. Ne lui montrez pas, ne lui montrez pas. Ils me disent pas lire, alors. Michel Muller, il va engrosser une princesse, et c'est vous. Non, Bah, moi, j'ai pas dit non. J'ai pas dit oui, je veux dire. Le lapsus revient. Bon. Bravo, Muller. Bravo. Allez, au travail. On peut y aller tout de suite. Parce que je suis bien chaud, moi. J'irais bien... on a 5 minutes ou pas? J'irais bien avec la princesse. Alors, je voudrais demander, mon père, parce que vous êtes horrifié par tout ce qui se dit. Mais j'aimerais avoir un tout petit peu de temps pour m'exprimer, parce que si on me coupe en me disant que je suis un monstre de père la pudeur, je suis foutu. Allez-y. Voilà ce que je voudrais dire. Je rencontre à peu près 50 000 jeunes par an. Et qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y a une sensibilité nouvelle qui se fait jour maintenant, et qui est de dire, il y en a marre de la tuyauterie sur le sexe, foutez-nous la paix, un peu de tendresse, s'il vous plaît. Alors, moi, je constate ça, puisque le langage presque unanime est de dire « montrons tout, faisons tout et laissons-nous aller », l'incorrection aujourd'hui et la provoque, c'est de dire un peu plus d'amour, s'il vous plaît. Je prends un exemple. Dernièrement, il y a eu une émission sur l'éducation sexuelle. Il y avait des choses assez hard qui étaient montrées. Et puis une jeune fille de 23 ans qui avait été invitée, on n'aurait peut-être pas dû l'inviter parce que c'était un piège pour elle, dit qu'elle était fiancée, qu'elle allait se marier bientôt, qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec son fiancé parce que pour elle c'était sacro-saint. Fou rire général. Et quelqu'un lui a dit, vous considérez votre corps comme un temple, et c'est Jésus-Christ qui doit le pénétrer. Alors, moi, je me dis... C'était Lio. Ça se discute, vous n'avez pas la mémoire. Alors, pardon. Je ne vous ai pas aperçu à ce moment-là, parce que je n'avais Dieu que pour la jeune fille qui parlait. Forcément. Mais non, c'est pas ça, la caméra l'a montré, j'y peux rien. Attendez, laissez-le finir. Donc, je me suis dit... cette jeune fille-là, qui était lumineuse, rayonnante de ce trop-plein d'amour, on se moque d'elle parce qu'elle dit « Non, c'est trop sacré pour moi, pourquoi s'en moquer ?» Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on arrête avec ce discours où on dit « La chair est méprisée » par les croyants. Eh bien, la Bible ne le dit pas. Elle dit que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu fit l'homme à son image, homme et femme, il le fit. Et même, c'est une traduction... Non, mais là, vous n'allez pas prêcher. Non,
Mais dire que l'image de Dieu, c'est le mâle et la femelle, c'est pas dire la sexualité, c'est de la saloperie. Oui, alors, mon père, juste une chose, parce qu'il dit quand même qu'il a raison d'un certain point de vue. À partir du moment où il y a une telle liberté de parole, une telle libéralisation, est-ce qu'effectivement la provocation aujourd'hui, ce n'est pas de parler des sentiments et d'amour? On peut toujours ressortir les vieilles conneries, les vieilles merdes qui font toujours marcher. On a toujours fait marcher les mecs avec aller défendre la patrie, tout ça. Bon, alors les vieilles merdes, elles remarchent tout le temps, tu vois. Bon, la religion a quand même traversé des milliers d'années parce que à chaque fois, il foutent la trouille aux gens. Il y a un siècle qui change, il y a tout ça. Bon, d'accord, donc vous n'êtes pas du tout d'accord. Ah non, Michel Muller. Quand même, c'est que la provocation, ça marche. Aussi avec la religion et avec les institutions et tout ça. C'est que Cheron et mon père, Rougier, font un merveilleux duo. C'est que ça marche ensemble, quoi. C'est qu'on a besoin de la religion quelquefois pour pouvoir leur rentrer dedans aussi, quoi. Effectivement, tout montrer est tel que les caméras sont là, béantes devant tout, c'est pas très chouette, c'est pas génial. Je trouve que ça fait pas vraiment avancer. Mais quand je posais la question, on peut tout penser et donc tout dire. Ça, c'est une vraie question. Et j'ai pas eu de réponse très libertaire à votre endroit. Maintenant, deuxième chose, je trouve pas que l'Église catholique a jamais été très fringante, très drôle, très libertaire, très enjouée, et que oui, effectivement, elle a toujours mortifié le corps d'une manière redoutable et très chiante. Ça, il faut quand même bien le dire. Donc, en dernier lieu... c'est excitant alors, moi, je voudrais... Comme ça. Moi, je me suis jamais fait une princesse et je sais que ce soir, il y a quelque chose qui s'ouvre à moi. Je vous protège. Alors, avant qu'on ne regarde... Pas de zoophilie. Je voudrais quand même demander à Lio, depuis l'époque de Banana Split, vous aviez 14 ans. Oui, j'avais 14 ans quand j'ai commencé, 16 ans quand le disque est sorti, oui. Voilà, aujourd'hui... J'en ai 38. 38, mère de 5 enfants, 3 pères différents. Ah oui, c'est une mère lapine. On est déjà surpeuplé, non de Dieu. Il existe des pilules. Lio, vous avez toujours parlé ouvertement de sexualité. Ouais. Je disais simplement parce que vous vous sentez une femme libérée ou au départ vous l'avez fait vraiment pour provoquer? Quand on a un fort élan de vie, c'est forcément provocateur parce que la société va à l'inverse. Donc voilà. Alors attendez, Lio, je t'aime, on fait le 6e. C'est une déclaration d'amour de Maester. Je suis d'accord. Avant de continuer, j'aimerais que, comme on le fait traditionnellement dans l'émission, Lio, on regarde un micro-trottoir express, puisqu'on est allé demander aux gens ce qu'ils pensaient de certains de vos propos. Lio, la chanteuse, parle publiquement de masturbation. Comment vous réagissez? Très bien, je réagis très bien, c'est très bien. Elle continue. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi parler de masturbation? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'elle parle de masturbation? On va parler d'autre chose? Il n'y a pas autre chose dans la vie que ça? Et ben, la masturbation, ça permet de se passer du sexe de l'autre, et c'est très bien, et Dieu, on est bien content de l'avoir, que Dieu nous l'ait donné. Alors je trouve qu'elle a vraiment rien à dire. Bah, c'est un tabou, elle a raison d'en parler, il faut les faire tomber. Je sais pas, elle le fait bien. Effectivement, visiblement, ça a marqué les esprits, parce que je suis la seule à avoir parlé de masturbation. Donc oui. Donc, non mais alors, là, encore une fois, là, vraiment pour vous amuser, provoque ou... Mais non, parce que je sais très bien... Vous pensez que vous faites avancer les choses? Écoutez, on me pose une question sur la masturbation, je ne trouve pas le sujet indécent, et donc je parle de la masturbation. Ça s'arrête là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, encore une fois, la mise en exergue par les médias. Et ça existe, et on n'attrape pas le sida. Voilà, en plus de ça. Dire des choses pour vous, ça fait partie de l'exorcisme? Ça fait partie de l'existence. Et de bien rigoler, parce que si on était là tous muets et qu'on n'échangeait rien, on se ferait chier, les gars. Et là, tout ça, c'est parce que ça cause, ça parle, ça pense, et ça se dit aussi un petit peu. Alors, Lio, quand les journalistes écrivaient, ce sont des phrases que j'ai prises dans la presse, des critiques sévères à votre égard. C'est une imbécile qui fait la conne, on a écrit sur vous des trucs terribles, c'est physique de concierge, et puis j'en passe, et des meilleurs, que vous montriez votre cul pour faire du blé. Et vous disiez que c'était surtout... Non, mais je sais pas dans c'est quel bien journal. vos lectures. Oui, non, mais on est allé chercher ce qu'on dit, elle le sait, Oh, les journalistes de Lio à un moment donné. Est-ce que ça vous ennuyait? Ça vous donnait envie, au contraire, d'en rajouter? Vous vous êtes dit, ils n'ont rien compris? Ou à un moment donné, vous vous êtes dit, je suis allée trop loin? Non, forcément, j'ai réfléchi à pourquoi tout ça, mais parce que je suis dans le jeu social et politique, donc forcément, ça m'intéresse, c'est amusant aussi.
Mais non, je me suis jamais dit que j'étais allée trop loin. Je me suis toujours dit que je n'étais jamais allée assez loin et pas avec assez de talent, surtout. Pourquoi vous aimez, vous, finalement, vous mettre à nu et parler de votre intimité, de la rendre publique? C'est pas comme ça que je pose. Alors, qu'est-ce que vous diriez, question. justement? Je dis que j'ai commencé très très jeune, à 16 ans, à être une personne publique, fort mise en question, et que j'ai grandi sous l'œil des caméras. Je suis venue petite fille, Lolita, jusqu'à une femme. Et j'ai vécu ma vie de femme et ma vie de citoyenne, et je n'ai jamais su faire un réel cassure entre les deux, parce que ça, pour moi, ça a toujours été mêlé. Et j'essaye toujours de mieux m'amuser, de mieux comprendre et de mieux me placer. J'aime bien l'art du combat. Je trouve que tout ça, et quand on dit l'art du combat, c'est pas aimer la guerre, c'est un art de se placer. C'est quand même un jeu. J'ai quand même fortement l'impression d'un grand jeu dans cette vie. Et voilà, j'aime bien jouer. Jean-Pierre Mocky, vous ne dites rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de j'écoute Lio? tout ça, il y a Qu'est-ce de que quoi. vous pensez, là, de ce que dit Lio? Vous savez, les stars qui ont commencé très jeunes, comme Vanessa Paradis, Lio, elles ont une vie un peu particulière quand même. Elle est libre depuis l'âge de 14 ans, et voilà, et c'est une femme libre qui a fait 5 enfants, c'est tout à fait bien. Mais je ne pense pas qu'elle représente la téléspectatrice habituelle. C'est une exception, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut des femmes comme ça, et cette femme-là aussi, cette jeune femme, moi, je trouve que c'est bien d'avoir invité des gens qui sont différents, parce que, bon, madame n'est pas différente. On la voit, on en voit des dames comme ça. Ça, c'est un peu plus particulier. Donc, on est intéressé de savoir qu'il existe. Elles permettent, alors l'une et l'autre, elles permettent de faire. Elle existe, Choron existe. Non, mais est-ce que Lio et Claire Castillon permettent de. Non, mais on pourrait l'engager. Vous allez l'engager. Non, mais il est viril, là. Vachement viril. Alors, donc. Jean-Pierre Mocky, est-ce que Lio, Claire Castillon, permettent de faire des films, c'est des héroïnes de films. Non, mais de faire progresser les choses, les mentalités par rapport aux femmes. Oui, parce que Minou Drouet n'écrivait pas ça. Alors donc, elle n'écrivait pas ça, et même François Sagan n'écrivait pas ça. C'était beaucoup plus tempéré. Donc là, on arrive à quelque chose, on est en l'an 2000, et on a un écrivain comme ça. Et on a une actrice qui a 5 enfants, mais qui dit « je vais baiser avec le monsieur là-bas ». C'est quand même quelque chose, ça. Lio, vous disiez que personne n'arrivera à vous rendre décente. Alors pourquoi vous avez dit ça, et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? En fait, je n'aime pas l'autorité. C'est vraiment quelque chose qui me hérisse. L'autorité me fait chier. Parce que je trouve qu'elle est toujours usurpée d'une certaine manière. Donc voilà, oui, je ne voudrais pas être décente. Je ne voudrais pas rentrer dans un consensus. Je suis, si vous voulez, vigilante là-dessus. Non pas pour des raisons purement moralistes et chiantes, mais parce qu'aussi ça m'amuse et que c'est ma vie. J'essaye de m'appartenir sans cesse. Marie-Blanche de Broglie, j'ai envie de dire princesse Marie-Blanche de Broglie. C'est très conventionnel. Est-ce que vous allez lire déjà le livre de Claire? Certainement, parce qu'elle est très sympathique, certainement. Ce que dit Lio vous amuse, vous choque? Est-ce que vous pensez que justement... C'est une femme libre. Oui. Est-ce que vous l'enviez alors? Ah, moi, je suis très heureuse dans ma vie. Alors, je suis très heureuse de la vie que je l'ai. Mais je l'admire beaucoup parce que... j'admire parce qu'elle a du talent, parce que nous, on nous a toujours dit ne vous mettez pas en avant, juste le contraire. Tandis que de voir une femme jeune comme ça, qui a le courage de toutes ses opinions, moi, je trouve ça merveilleux. Donc, dans tout ce qu'elle dit, rien ne vous choque, finalement? Alors, tout ce qu'elle dit ou ce qu'elle montre? Je ne sais pas si je garderai tout pour ma vie privée à moi. Mais tout ce qu'elle fait, elle, m'intéresse parce qu'il faut quand même un certain courage aussi. Vous êtes en train de changer de camp, hein? Ah non, je ne change pas de camp. Ah, mais ça, le chant, ça va être extraordinaire ce soir. Elle va sauver sa tête, la princesse. Alors, faites-le taire. Et les propos quand même du professeur Choron ou de Jean-Pierre Mocky. Alors les hommes, par rapport aux hommes, est-ce que vous avez la même indulgence et tolérance ou pas? Sincèrement, hein, sincèrement. M'a dit que j'étais banale. Alors banale, vous lui avez dit? Vous pas dit banale physiquement, banale dans sa vie. Donc, dans ma vie. Pas oui, enfin c'est la vie de. Oui, excusez-moi. Donc là, vous êtes vous avez un physique de princesse. Non, le problème, c'est que votre vie semble plus banale que celle de Lio ou celle de la demoiselle qui est là. Je dirais pas banale, mais je dirais plus conforme à ce qu'on attend. Oui, vous êtes une femme comme il faut. Merci beaucoup. Et voilà. Et alors nous, on est des gens comme il faut pas. Mais pas du tout. Par rapport à vous. Mais pas du tout. Par rapport à vous.
donc on y arrive, tout est relatif. Qui l'excite, moi qui regarde. Tout est relatif. Mais on pourrait faire un film sur vous, Madame Bovary, par exemple. Mais ça déjà bien les femmes comme il faut aussi, Jean-Pierre Mocky. Mais ça dépend pourquoi faire. Non, je veux dire, les femmes comme il faut. Vous êtes très courtisé ce soir. Comme le professeur Choron. Pardon? Je dis, elles peuvent exciter des gens comme le professeur Choron, je pense. Pourquoi vous dites ça? Parce que il disait rien depuis 5 minutes. Mais la princesse t'excite. Moi, j'aurais aimé naître princesse. Ce que je vais vous dire. On m'aurait donné à choisir en sortant des testicules de papa, en disant est-ce que tu veux naître chez le prince ou est-ce que tu veux naître dans le caniveau? J'aurais préféré les chez le prince. Et en plus, je t'avoue que j'ai jamais sauté une princesse dans ma vie. Ça arrêtez. Non, mais ça peut être curieux quand même, professeur. Lio, est-ce qu'il reste des tabous pour vous? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas du tout? Mais si, bien sûr, il y en a et il faut transgresser sans cesse. D'ailleurs, c'est un des jeux les plus amusants. Mais le sexe en est un, il ne faut quand même pas déconner. Même si on en parle à l'envi, le sexe, dans son intimité propre, en est un. Et puis la liberté. C'est parce que c'est un tabou qu'à ce point, il y a des transgressions permanentes. Mais qu'est-ce qui reste à transgresser dans le sexe? Alors, question, André Santilli. De se sentir à l'aise. Parce que moi, j'aime bien Lio. Donc, non, de se sentir à l'aise. Je suis désolée. Mais vous, par exemple, vous sentez à l'aise? Mais attendez. Claire Castillon, elle se sent à l'aise? Mais je ne crois pas. La princesse, mais elle est à l'aise. Moi, je trouve très intéressant. Pardon, attendez. Son harmonie. Elle est à l'aise aussi. Non, moi je me sens à l'aise. Mireille, elle est à l'aise. Choron, dans son genre, il est à l'aise. Bon, ça c'est pour les. Monsieur l'abbé est à l'aise. Le père Rougier, il est à l'aise. Mais en général. Quelque chose de plus fort que ça et que j'ai quand même encore le sentiment que c'est pas évident d'y arriver. J'ai du mal à aller jusqu'au bout, certaines fois, de mes envies, de mes désirs, de mon placement social, de cette possibilité que j'aurais de faire une rencontre comme ça pour une partie de jambes en l'air formidable, d'où la tendresse et l'amour ne seraient pas exempts d'ailleurs, même si je ne revois jamais ce jeune homme et que je n'ai pas le sentiment que c'est évident. Alors mélanger le sexe et la religion, c'est toujours un peu risqué. C'est l'expérience que vient de faire un photographe en mettant en scène la Pietà de Michel-Ange. Regardez. Le détournement d'une œuvre d'art fait encore scandale. Pour avoir cloné 250 fois la célèbre Pietà de Michel-Ange, le photographe Grzegorz Pogorski est bien placé pour le savoir. C'est une exposition qui était prévue pendant 15 jours à l'hôtel Ritz, au bar Hemingway. Le vernissage a eu lieu le 23 octobre. Et le 26 octobre au matin, l'exposition a été décrochée suite à la plainte des clients américains. J'étais assommé par la stupidité humaine d'un côté et la lâcheté de l'autre côté. Censure ou sacrilège? L'exposition a trouvé refuge dans la galerie de Corinne et Damien. Curieusement, aucun visiteur ne s'en plaint. Bien au contraire. Excessivement positif, on a eu quelqu'un de très enthousiaste qui a acheté beaucoup de Pietà. Oui, on a eu un monsieur qui a acheté beaucoup de Pietà pour faire ses cadeaux de Noël. Pour Grégor, en revanche, l'affaire continue. Lettres d'insultes et de félicitations se côtoient sur le site internet qu'il a créé à cette occasion. Alors on a un petit peu de nouveaux messages, donc on va en imprimer tout ça. Ton problème, ça c'est intéressant ça. Ton problème est de vouloir pallier ton absence de talent en créant les scandales. Prends plutôt des cours de photo pauvre type. Sympa ça. Ah là 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 là. Bravo, ne baissez pas les bras, nous aimons ce que vous faites. Tiens, c'est bien, c'est l'ambassade des États-Unis à Paris, quand même. Ah oui, j'ai reçu cet email, oui, effectivement, ça c'était trop drôle. Alors, c'est une association de jeunes catholiques, je me souviens plus exactement comment ça s'appelait. Alors, ils sont en train de prier au quotidien pour le salut de mon âme. Voilà. Sympa. D'accord. Alors, on y va. « 250 couples sur les 500 recherchés pour fêter les 500 ans de la Pietà ont déjà répondu à l'appel. Parmi eux, Laurent et Mélanie. On trouve l'idée folle et intéressante. Merci. Pour moi, qui suis chrétien, catholique, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à cette statue.
Parce que ça prouve l'intemporalité de cette statue. Et il n'y a pas de détournement, ni de blasphème. C'est des mots qu'il faut quand même utiliser avec parcimonie, ça. Hein, parce que autrement, si on ne les garde pas pour vraiment les choses révoltantes, si on les utilise pour... Non, c'est pas bien. Alors, faut-il brûler ces photos de la Pietà? On nous offre tous les jours à la télévision, aux heures des repas, des images qui, à mon avis, sont beaucoup plus choquantes. Ouais. On nous propose des morts, des tueries, des épidémies, et ça choque personne à 20h. Et bon, une photo où on voit même pas de nudité. Et bon, revisiter en fait un artiste célèbre, je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. On est au début du 21e siècle. Je crois qu'il y a eu plein de choses de fait beaucoup plus scandaleuses que ça. À partir du moment où l'image est belle et où il n'y a pas un côté voyeuriste, ce qui est justement pas le cas de ces images, je vois pas pourquoi les gens réagissent aussi mal. Ou alors c'est franchement que ça dérange, et si ça dérange, bah tant mieux. Père Rougier, alors vous auriez, vous, censuré cette exposition ? Ce n'est pas mon rôle, on ne me l'a pas demandé, mais j'aimerais qu'on demande à Michel-Ange ce qu'il en aurait pensé. Moi, ça m'ennuie qu'on ait appelé ça Pietà, parce que pour certains pour qui la Vierge Marie et Jésus-Christ sont le centre de leur amour et de leur foi, ça peut les blesser. J'ai mal perçu ces photos, j'ai vu peut-être uniquement des corps nus, et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que vous avez vu. Il faut aller plus loin, mon prêtre. Hein. Mon père, il faut creuser un peu plus profond. C'est chiant comme la plume. Il faudra que je le regarde attentivement. Vous le regarderez une seconde fois. C'est ce que j'allais vous dire. Quand ça sera diffusé, vous regarderez. Oui. Voilà. Alors, André Santini, vous, comment vous réagissez? On fait un fromage de ce truc. Moi, je regarde l'aspect esthétique. Il n'y a pas de fromage, c'est simplement que ça a été censuré. Alors que vous attendez, c'est quoi? Le Ritz décide, pour faire joli, d'aller chercher un photographe que je ne connais pas, qui passe pour provocateur afin de montrer que le Ritz évolue, etc. Très bien. Bon. Qui a un accent les mecs qui payent pour venir au Ritz, c'est-à-dire les Américains, trouvent que c'est dégueulasse. Aussitôt, on décroche. Oui. On monte un scandale, on va dire c'est l'homme qui a été retiré du Ritz. Vous vous rendez compte quelle intelligence il a? Oui. Ce qui me choque le plus, moi, c'est la nullité du truc. Ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est aussi chiant que l'original. Moi, la Pietà, je reste... Bon, c'est chiant comme la pluie. J'aurais jamais ça chez moi, tu vois. La Pietà, mais c'est pas... C'est vraiment des fausses bonnes idées. L'origine du monde de Courbet. Bon, vous vous rappelez comme ça avait été caché, on savait que c'était en fait, maintenant c'était chez Lacan, le sexe de femme est allé comme ça. C'est une splendeur. Bien sûr qu'il y a eu un scandale, mais tout le monde dit, qu'est-ce que c'est beau. Quelle idée de mettre cela en valeur. Je trouve que c'est quand même autre chose que de prendre la Pietà puis de l'habiller en zinc, en aluminium, avec des mecs à poil, enfin, même pas à poil, c'est même pas choquant. Non, je trouve que, simplement, d'un point de vue esthétique, ça pisse pas loin. Moi, je vois pas en quoi, à part des Américains, en quoi ça peut choquer l'Église, quoi. Il y a rien ni contre l'Église, ni des gens qui sont croyants, Mireille, où ils sont atteints dans leur foi, là-dedans. Si on l'avait pas retiré, cette expo, est-ce qu'on en parlerait? Ah, certainement pas. Alors, voilà. Lio, oui, mais ça, c'est subjectif. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est que ça puisse effectivement choquer. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de sacré si ce n'est l'homme. Donc, effectivement, je ne trouve pas ça choquant qu'on puisse improviser sur la Pietà. Et que je soupçonne Michel-Ange lui-même, si c'était pas un abruti complet, d'avoir bien déliré sur certaines poses des anges et des machins. Enfin, quand moi je regarde la chapelle Sixtine, je ne trouve pas là une œuvre totalement asexuée, et je pense qu'il n'a pas été expliqué ça aux prêtres à l'époque, quoi. Vous aimez les madones? J'aime beaucoup les madones comme représentation féminine et érotique de la femme, oui. Érotique, vous? Oui. Parce que forcément, l'église où il y a tant d'interdits est forcément un véritable ferment pour les fantasmes les plus fous. Vous êtes croyante? Eh oui. Mais mécréante également, parce que j'aime bien titiller Dieu qui, effectivement, peut être un sale con. Et il ne faut pas ne pas le dire. Et l'Église catholique est carrément une calamité. Voilà. Un jour, à une émission de télévision importante, il y a un écrivain qui a dit « C'est plus drôle, le plaisir n'est plus ce qu'il était, maintenant ce n'est plus un péché, il n'y a pas de tabou à transgresser, c'est épouvantable. » Lio, ça vous... Et alors? Oui, et alors, j'attendais la chute. Elle n'est pas... Et alors, peut-être que l'Église avait une fonction qui permettait l'augmentation du désir par quelques interdits.
Michel Muller, je le disais, vous avez croqué, vous, non seulement la religion, mais aussi la politique. On regarde encore quelques extraits. Houteux, dans une chanson, elle dit qu'elle possède la première moustache d'Hitler. Mais moi aussi, je suis fétichiste. Hein. Je possède le premier œil de Le Pen. Bon, ben, j'en fais pas une chanson, j'ai pas fait Le Pen, Huyu Kaidi, Huyu Kaida. Non, fallait pas l'inviter, Houteux, c'est une gauchiste. Et je possède aussi le gland de Maigret. C'est un beau gland. C'est bien, ça lui manque pas. Lio, ça vous fait franchement rire? Ah mais oui, bien sûr, ça me fait rire. Ça m'épate et ça me fait rire. J'y aurais pas pensé. C'est pour ça que son humour me fait rire. Je suis collectionneur, moi. Je suis fétichiste et collectionneur. Je possède aussi les cheveux de Santini. Ah bon. Alors, André Santini. Alors, vous, quand la politique est comme ça, croquée, je puis dire, dans certains sketchs, est-ce que ça vous amuse? Si c'était vous, là? Je voudrais bien, ça prouverait que je suis important. Ce qui est intéressant dans la démarche de Muller, c'est que, sans s'en rendre compte, il donne une conscience politique à des jeunes qui n'en ont pas spontanément. Et ça n'est pas passé par les politiques. C'est passé par la dérision cruelle, que nous, on juge même un peu forcée. Un peu scatologique. Non, vous m'avez dit, vous n'allez pas assez loin. non. Mais là, vous vous dites c'est de mauvais. Vous êtes arrivé de vous dire c'est de mauvais goût. C'est toujours de mauvais goût. Toujours, c'est une volonté. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire sur André Santini? Je vais réfléchir. Sur André Santini, je préfère que du mauvais goût, c'est sûr. Comme quoi, par exemple? Non, je vous dirai pas. Impossible. Non, maintenant que je connais bien sa vie privée, il m'en a parlé. C'est monstrueux. C'est monstrueux, le vrai Santini, le Santini by night, par exemple. Oh là là, c'est torride. C'est terrible. Est-ce que vous accepteriez tout sur vous? Ah, mais dès l'instant où vous êtes, entre parenthèses, homme public, je ne vais pas dire que c'est le masculin de femme publique, mais personne ne vous oblige à faire de la politique. Personne ne vous oblige à vous afficher, à être au devant de la colonne. À partir de là, n'importe qui a le droit de vous engueuler. Et puis le jour où on en a marre, vous savez, la politique, c'est une affaire gastronomique. C'est un bol de crapaud le matin, une couleuvre à midi et un bois le soir. Et quand vous en avez marre de ce régime, vous partez. C'est clair. Donc on n'est pas là en train de demander pitié, ne vous moquez pas de nous, ne vous occupez pas de ce qu'on fait, etc. Tant pis. Quand André Santini parle de cette façon, Jean-Pierre Mocky, est-ce que vous le trouvez poujadiste? Ça vous donne des boutons puisque vous dites moi je déteste les politiques. Est-ce qu'il vous est sympathique ou vous le trouvez vraiment c'est-à-dire que les hommes politiques disent toujours qu'ils s'en vont. C'est comme Charles Trenet ou ceux qui font leurs adieux. Puis ils restent toujours, c'est toujours les mêmes. Ils ont besoin d'être là. D'ailleurs, Santini est là. Il est souvent là, comme moi, d'ailleurs. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, vous ne refusez... Attendez. Parce que vous non, mais c'est vrai. Jean-Pierre Mocky, vous exagérez, parce que vous aussi, pas loin de 70 ans, vous êtes toujours là. Ben, on vous invite, vous êtes là, je ne suis pas mort. Donc c'est important d'être dans les médias. Mais eux aussi, ils sont très vieux. Et là, ils sont pas jeunes. C'est des vieux schnobs comme moi. Professeur Choron, alors vous avez toujours dit que vous ne votiez pas. Et moi, je voterai un jour si on me dit, voilà, on est des êtres humains, on a tous les défauts, on est feignant, on est gourmand, on est envieux, machin, et avec ça, on va essayer de faire une société qui tient un peu la route, tu vois. J'ai horreur du pouvoir. Hein. Dès que tu as le pouvoir, tu deviens con. On en a la preuve, tu comprends. Maintenant, les hommes politiques, comme dit Motti, c'est des rigolos. Bon, leur QI intellectuel est très, très faible. Il n'y a jamais une grande idée qui en sort, tu vois. Hein. Et ils prennent ton pognon en plus que tu gagnes. Quand tu vois tous les scandales qu'il y a eu de pognon et tout, et puis que nous, on nous a poursuivis parce qu'on ne payait pas une contravention, parce qu'on a fait... Mais c'est même honteux, nous, peuple français, qui avons fait la révolution, la Bastille et tout, qu'on soit encore à accepter ces gens-là, nom de Dieu. Allez, on repart en guerre. Mais vous devenez presque une caricature, là, de vous-même. Donc, en faisant trop, justement, en allant trop loin dans la provocation, finalement, ça n'a aucun effet. Regardez, il rit. Il rit, André Santini. Ah, mais moi, j'ai pas envie il manquait juste qu'il nous sorte sa bite comme drapeau. C'est là qu'il ramène. J'adore Santini. Je suis sûr qu'on va au resto, on se saoule la gueule tous les deux. C'est bien, c'est la vie, tu vois ce que je veux dire. Avec des pots de vin. Maintenant, les gens qui veulent mon bonheur,
Les gens qui veulent mon bonheur, tu vois, qui se baladent avec des trèfles à 4 feuilles. On a connu ça avec les curés, quand t'étais petit. Là, Ils veulent des toiles de paradis. La rafle s'étend. Tous ces gens-là, il faut s'en méfier, les marchands de bonheur, tu comprends? N'empêche, enfin là, vous plaisantez beaucoup, mais pourtant c'est tout un parcours hyper politisé, enfin vous. Tout le temps que j'ai Revenons 30 été ans là. l'éditeur de Harakiri et de Harakiri Hebdo, ça a été un journal de voyous, d'un voyou intellectuel, c'est-à-dire d'une grande liberté. Et surtout, on avait quelque chose de commun dans cette équipe, c'est qu'on était tous des mécréants jusqu'à la moelle, c'est-à-dire qu'on ne croyait pas ni en Dieu, ni en tout ça, tu vois. On était des voyous. Je suis resté un voyou intellectuel, et j'espère que je vais crever en tant que voyou, comme ça. Et le jour où Père Machin, il viendra me donner l'extrême-onction, je lui mordrai le doigt, au lieu, s'il me la donne au bout de son doigt, mais je lui mordrai la bite s'il me la donne au bout de sa bite. Attendez, il faut bien que je dise quand même. écoutez Choron, il y a des tas de gens qui ont vécu en dehors de la religion et qui, au moment de mourir, ont appelé un prêtre. Ouais. Vous seriez peut-être capable de le faire, vous. Même Talleyrand, il a fait ça. Et ça serait ça, peut-être, une ultime provocation, c'est d'appeler un prêtre. Et l'homélie à l'enterrement de Thierry. Oui, mais on est bien emmerdé, maintenant, t'appelles un prêtre, il n'y en a plus. Mais c'est une non-réponse. Non, répondez pour de bon. De quoi? Quoi? Si j'appelais un prêtre, ce serait pour lui foutre un coup de poing dans la gueule en lui disant « Tu m'as fait chier, tu m'as empêché de me masturber quand j'étais petit. » Ah non. Au dernier moment. Ah, il est irrachetable, Choron. Je te jure que non. Je te jure que non. Je te jure. Je suis mécréant jusqu'au fond de mes tripes, tu vois. Ah non, il n'y a rien à faire, Non, pourquoi J'aurais même voulu jamais apprendre le mot Dieu. Tu vois, je m'en fous, j'en ai rien à branler. Même s'il existe un Dieu qui crève, tu vois. C'est tout, c'est terminé. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il trouve? Allez, arrêtez là. Là, il s'entraîne tout seul. Qu'est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux? Fait de l'auto-allumage, là. Oui, parce que sinon, il est en dessous de son image, quand même. Qu'est-ce qu'il trouve grâce à vos yeux? Le cul. Maman, quand elle a écarté ses belles jambes, et puis que je suis sorti de là avec un col de fourrure en disant bonjour le monde. Ah, ça, merci maman. Tu vois? Vous ne dites plus rien, Père Rougier, là c'est. Mais vous ne m'avez pas posé de questions. Non, si vous me posez des questions. Je vous donne la parole. Je crois que la satire est excellente et les rois eux-mêmes avaient des bouffons pour les faire rigoler. Moi, j'aimerais bien être bouffon du pape. Ce serait un job très, très intéressant. Donc là, à mon avis, on peut tout de même pas rire de tout ou dire n'importe quoi. Tout à l'heure, maintenant, par exemple, j'ai entendu au milieu de choses qui étaient une soirée vraiment très, très, très libertine, aimez-vous les uns les autres. C'est un détournement de texte. Est-ce que les croyants ne se sentent pas offensés? Là, je le pense profondément. Il y a eu des pubs assez cocasses. Là, par exemple, vous voyez Jésus avec ses apôtres, et puis il dit « Je vous annonce une grande nouvelle. » Faut pas prendre l'argent. La nouvelle bagnole, machin truc, est née. Bon, faut pas pousser. Donc, mon père, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas... On peut pas rire de tout. Justement, je voudrais un tout petit peu parler de la publicité, Christophe Lambert, puisque vous êtes l'un des plus jeunes dans la publicité, enfin plus connu, et vous avez participé tout dernièrement, on ne va pas citer la marque, mais à la publicité d'une marque de vêtements féminins, où on voit justement des corps, à propos des corps d'hommes avec des cicatrices, des cœurs arrachés. Donc, provoque, qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est pas une provoque, c'est un jeu. Je reviens à ce que disait Elio tout à l'heure, c'est un jeu. On le voit là, hein. Voilà. C'est un jeu sur effectivement la blessure amoureuse, traitée, illustrée de façon, j'espère, esthétique et créative. Ce n'est qu'un jeu. Alors c'est vrai que bien évidemment ça a choqué les plus sensibles et les plus puritains d'entre nous. Ça a choqué des gens, parce que ça a choqué notamment des gens, j'ai reçu pas mal de lettres, des gens qui disaient « Mon père ou ma mère a été opéré à cœur ouvert, cette cicatrice, etc. » Oui, je respecte ça. Simplement, à un moment donné, il vaut mieux pouvoir faire ça dans une société, même si ça choque quelques-uns, que de ne pas pouvoir le faire. Et c'est le débat sur la censure, dont effectivement l'Église en publicité, par exemple, est vraiment un des plus grands, celui qui utilise le plus la censure, mais pour gagner de l'argent. C'est ça qui est quand même très étonnant.
C'est qu'à chaque fois qu'il y a une image, qu'on détourne en publicité une image pieuse, l'Église attaque, gagne un procès et retire la plainte dès qu'elle reçoit de l'argent. Par exemple, je reviens à ces photos. Est-ce que vous avez eu vous dites les plus puritains? Moi, je ne vois pas là, franchement, l'Église vous attaquer, au contraire, non? Non, pas l'Église. Comment vous réagissez, vous, à ce genre de photos? Parce qu'on peut dire que c'est... Il me faut le temps de la réflexion. Là, je viens d'entendre la clé, c'est la blessure amoureuse. Qu'est-ce que vous y voyez, ça ne doit pas sauter aux yeux de tous ceux qui attendent leur métro et qui ont ça sous les yeux pendant une demi-heure. Bon, on considère toujours que les gens sont plus intelligents qu'on veut bien le penser, donc ils sont capables de réfléchir et d'interpréter une idée. L'image que vous avez montrée précédemment est intéressante, c'est celle qui a le plus choqué. Et c'est pas la cicatrice, c'est la sexualité des laids et des gros. Alors on peut y revenir, on peut y revenir. Et des vieux. On peut y revenir peut-être. C'est celle-ci, on s'arrête sur celle-ci. Quand on suppose avoir une relation sexuelle avec une jeune fille, puisque c'est une marque pour jeune fille, et à un moment donné de montrer dans la publicité dans la rue un gros adipeux pouvoir avoir une relation avec une charmante jeune fille, c'est quelque chose qui effectivement en a choqué certains. Et il y a un vrai racisme dans la société contre la laideur et les gros. Vous le saviez avant de faire cette publicité? Bien sûr qu'on le savait, bien sûr, on l'a fait donc volontairement. c'est volontaire. C'est totalement volontaire. Mais franchement, dès qu'on peut un peu prendre de front un arriérisme, on s'en gêne pas. Ça rappelle les pubs, on ne donnera pas la... Voilà, on n'en parlera pas, mais de Toscani... Non, c'est pas la même chose. Toscani, c'était de la provocation purement gratuite. Vous montrez... vous n'êtes pas l'héritier, vous, de Toscani? Non, loin s'en faut. Non. Vous montrez un malade en phase terminale du sida, qui est une image que vous dites vraie, qui n'a aucun rapport avec un message ou une idée ou du sens que vous voulez donner par rapport à ce qu'est cette marque, c'est de la provocation. Si, parce qu'il y a United, c'est le mot uni. C'est la provocation. Mais pourquoi la publicité? Je voudrais vous demander. Ça, c'est pas de la récupération. Ça récupère rien. C'est juste. Non, mais pourquoi une idée. Depuis quelques années, la publicité essaie toujours d'aller de plus en plus loin? D'abord parce que c'est une de ces, je pense, j'ose admettre que c'est une de ces vertus, comme tout mode d'expression publique, à un moment donné, de faire un peu avancer les sociétés sur ces blocages. Non, mais enfin, au départ, quand vous le faites, pardon, ce n'est pas pour faire avancer la société, c'est simplement pour vendre quand même. Les deux, en général. Et si on peut faire les deux en même temps, ce serait quand même formidable. Sinon, on fait pas de publicité. Sinon, on fait de la réclame ou de l'information. Parce que tous autour de cette table, un peu, la provoquent. Lio dit, c'est moi. Choron aussi. Claire Castillon aussi. Mocky, mais en même temps, c'est aussi un fonds de commerce, non? Ce n'est pas un fonds de commerce que nous tenons, parce que faire de la provocation, en tout cas comme je l'ai fait, c'est-à-dire s'occuper de la malbouffe, des mises en examen, des morts naturelles suspectes, etc., ça ne fait pas gagner d'argent. Il vaut mieux faire du cul, il vaut mieux faire du grand spectacle, de l'aventure. Donc nous, on est des pauvres, ceux qui font de la provocation au cinéma, ou au théâtre, ou même n'importe où, ce sont des pauvres. Ils n'ont pas de fonds de commerce, La chemise de Jean-Pierre Mocky, on en a parlé tout à l'heure, c'est une chemise qu'il a achetée 20 balles au plus de Montreuil. Et voilà, parce que c'est pas 20 un fonds de commerce. Lio, vous avez été, je crois, l'une des premières à être photographiée nue, enceinte, à poser en porte-jartel, mais surtout nue, enceinte. Alors, comment on réagit, les gens autour de vous? Mais comme d'une manière tranchée. C'était au contraire, vous apportiez... J'étais une salope ou quelqu'un qui faisait bouger les choses. C'était très... Et certains l'ont vu comme un acte d'amour? Je suppose que oui. Tant qu'on est en vie, c'est qu'il y a un fond d'amour, de toute façon. Alors, comme d'habitude, on est allé demander ce que les gens pensaient de vous deux, Jean-Pierre Mocky et professeur Choron. Ce n'est pas triste, on regarde. Trouvez-vous que le professeur Choron, Jean-Pierre Mocky sont des provocateurs ou carrément des vieux cons? Choron, je crois que c'est les deux. C'est un gros con et un provocateur, mais il aime bien être un gros con, je pense. Pierre Choron, plutôt vieux con, et Mocky, ni provocateur, ni vieux con, mais à mon avis, quelqu'un justement qui s'exprime et qui dit ce qu'il pense face à la caméra. Vieux con parce qu'ils sont en train de devenir vieux. Con, je me permettrai pas de le dire. Pour moi, ils se sont dépassés, quoi. Je crois qu'ils sont un peu des deux. Mais Jean-Pierre Mocky, c'est toujours un provocateur, mais il a un peu perdu de sa hargne. Choron, très gros con. J'ai envie qu'on le regarde, celle-là. Très gros con. Et Mocky, gentiment provocateur, quoi. Le professeur Choron a dit « J'ai bandé très jeune grâce à mes deux frangines ». Vous pourriez tenir de tels propos? Ah, ça c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. J'ai pas de frangines, mais grâce à mes cousines, ouais. Et je pense pas que ce soit vrai pour lui, ou alors il est sacrément dérangé, parce que avoir une érection pour sa propre sœur ou quelqu'un de sa famille, c'est vraiment... faut être malade, quoi. Donc je pense pas qu'il le pense véritablement, c'est de la provoque, quoi. Là, ça me choque, parce que il s'agit quand même de la sœur, quoi. C'est pas la voisine, hein. J'ai pas demandé pour ma maman non plus.
Mais ça me dérange vraiment pas. Il a également déclaré « Jésus est un gros con parce qu'il a fini sur la croix et il l'a bien cherché ». Peut-on rire de tout? Non, moi je ris pas de tout, moi non. Jésus est un gros con, pourquoi il sait pas qui est. Est-ce qu'il sait vraiment qui est Jésus? Est-ce qu'on sait qui est Jésus? Hein? Mais je trouve que Jésus a beaucoup plus de gueule que Choron. Il est beaucoup plus provocateur, Jésus. Hein. Jésus, il a des couilles, alors que Choron, il en a pas beaucoup. Jean-Pierre Mocky, lui, a dit « La morale, je me la fous au cul ». Est-ce que ça vous choque? Oui, parce que la morale, c'est l'essence même du civisme. Moi je la fous pas au cul, la morale. Je trouve qu'il y a besoin de morale dans notre pays. Si ça n'a pas de morale, on vient tous, c'est pas de morale, c'est affreux, tu trouves pas? Vous disiez, Jean-Pierre Mocky, c'est terrible. Ben non, c'est terrible. Mais vous savez, le micro-trottoir, on peut choisir. Moi, je peux vous en faire un sur vous allez voir. Ça dépend qui parle. Il y a des choses drôles quand même. Oui, non, parce que là, vous n'avez pas d'humour sur vous, alors. Si, parce que du moment qu'on parle de vous, comme disait Sacha Guitry, on est content, même si on dit qu'on est un gros con, etc. Et lui, on lui a dit qu'il était un gros con. C'est normal, non, que les jeunes... Quand on m'insulte, c'est un compliment pour moi. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Le jour où on dira « Oh, Choron, il est gentil », tout ça, ça veut dire que je serais mort, intellectuellement, j'existerais plus, tu comprends? Mais on a l'assentiment, Jean-Pierre Mocky, que vous, alors, de l'humour sur vous, c'est difficile de prendre à distance. Non, c'est pas ça, c'est qu'il dit qu'on est dépassé. Or, nous sommes les seuls, enfin, au cinéma, personne ne traite ces problèmes de provocation, c'est-à-dire contre l'Église et contre les militaires. Tout ça, ça n'intéresse personne. Donc, on est dépassé d'en parler. Donc, il faudrait qu'on se taise. Donc, on mourra un jour et on se taira. Et je me demande qui va nous remplacer, parce que les cinéastes qui parlent, ou les auteurs, ou les journaux qui disent des choses, il n'y en a pas. André Santini, est-ce qu'il a raison, Jean-Pierre Mocky, quand il dit que finalement il n'est pas remplacé? Oui, je crois que c'est vrai. Oui. C'est pour ça que des provocateurs institutionnels comme Mocky qui attaquent un problème transversal... Ça ne va pas lui plaire, un provocateur institutionnel. Comment les deux peuvent aller ensemble? Mais c'est un des seuls. Qui d'autre que lui attaque un problème, le dénonce? Alors, je crois qu'on a banalisé beaucoup de choses en les affadissant. Un vrai journaliste d'investigation, il ira très très loin. Dans les films, il risque sa peau. On veut le faire taire. Excusez-moi, on a toujours quelqu'un qui nous explique que les gens sont pas aptes à comprendre. Oui. Que les gens, c'est très rare. C'est très rare de prendre les gens pour des gens intelligents. Je voudrais vous demander. On sait il y a eu certains problèmes il y a quelques années avec les guignols de l'information, de la censure politique. C'est effectué. Est-ce que vous auriez demander la même chose, à ce que soient enlevés certains sketchs, ou fait pression en disant là vous allez trop loin, ou on peut justement tout faire dans la provoque, tout dire, aussi dans la satire? Je crois qu'on peut tout faire, mais l'affaire à laquelle vous faites allusion, c'est celle du sac à main. Alors évidemment, Choron trouvera que c'était génial, etc. Je crois que l'opinion n'est pas prête à ce genre de choses. Mais attendez, là c'est une phrase politique qui ne veut rien dire. Attendez, André Santini, je veux que vous répondiez, là, avant de partir, je veux que vous répondiez, qu'est-ce que vous faites? Parce que dire, ça ne fait pas l'opinion. Mais les guignols eux-mêmes ont présenté leurs excuses. Non, mais vous ne répondez toujours pas. Et dis donc, on les a obligés. On les a obligés. Ils ont parfaitement le droit de démissionner s'ils veulent. Attendez, mais la femme du président de la République ne fait pas partie du personnel politique. Hillary Clinton, elle est candidate au Sénat. Tout le monde peut lui cogner dessus. La femme du président de la République, elle s'occupe d'œuvres caritatives, elle n'est pas chargée d'un rôle politique. Excusez-moi, mais la Cour est très claire. À partir du moment où on va dans des endroits publics, on est public, je sais, j'ai attaqué Voici avec ça et j'ai perdu. À partir du moment où vous allez dans un endroit public, vous êtes photographié, c'est public, on peut parler de vous. Donc Madame Chirac n'est pas bien fondée à se prévaloir d'une quelconque atteinte à sa vie privée. Elle se balade avec son sac partout. C'est notoire. Non, mais Madame Chirac n'a pas attaqué d'ailleurs. Le général de Gaulle, je repose ma question, si vous permettez, simplement, même si effectivement ce sketch était d'un mauvais goût, alors pour autant, il arrive la même chose par rapport à vous. On imagine. Moi, mais il peut faire ce qu'il veut. Avec un sac à main. Non, mais alors donc... en train de faire la vache folle, oui, je connais. Oui. Mais vous vous promenez avec un sac à main. Donc, et avec ma queue, je chasse les mouches. André Santini, vous faites pression, vous demandez des excuses. La différence, dans ma logique, moi, j'assume une fonction politique. Tout le monde a le droit de raconter n'importe quoi, point final. Et si vous n'êtes pas dans une fonction publique, vous estimez qu'il y a atteinte à votre vie privée? Alors ça d'ordinaire, en France, on a un petit peu, bizarrement, je ne crois pas que ce soit la censure, c'est un peu de respect. On n'est pas presse de caniveau à la Grande-Bretagne. On ne va pas trop chercher les gens dans leur vie privée. Sauf
moi je le dis tout de suite, si certains politiques utilisent leur vie privée comme argument électoral. On peut quand même pas se faire photographier avec des gosses dans tous les bras, et puis après aller baiser la maîtresse dans les coulisses. Ou alors, faut pas que ça se sache. Voilà, non mais le jour où ça leur tombe dessus, c'était, comment il s'appelle, le Gary Hart, n'est-ce pas, qui s'était fait ramasser, parce qu'à chaque fois il disait aux journalistes, moi vous pouvez y aller, je suis parfaitement clean. Bon ben les gars ils l'ont suivi chez sa maîtresse, etc. C'est parfaitement, c'est les règles du jeu. Donc ne suivez pas Santini. Pardon? Non, je dis aux journalistes de ne pas le suivre. Merci André Santini, on vous laisse partir. Vous allez où, monsieur Santini? Dans ma mairie. Où ça? Ici les Moules. Conseil municipal? Réunion. Réunion? Vraie réunion. Vraie réunion, ouais. Hein. J'enverrai le compte rendu à Muller. Alors, avant de partir, alors, dites-nous quelque chose de vraiment provoquant. Trouve un truc, sinon Choron va te montrer. Autre chose, parce qu'on ne laisse pas partir. Quand est-ce que Muller devient intelligent? Voilà la question qui me tarabuste fondamentalement. On vous laisse pas partir. Hein. Allez. Il est mauvais hein, sur ce. Mauvais, c'est ça. Moins bon qu'à l'Assemblée quand même. Oui. Hein. Ça va? Ah, je peux pas m'en rapprocher. Voilà, Regarde, il en profite, regarde, Muller. Merci, on a fait comme on à avait dit. côté de la princesse. Bonjour. Bonjour. Tout finit par arriver. Hein. Tout finit par arriver. Professeur Choron, alors vous qui êtes un peu, avec votre respect, le grand-père de la provocation. J'ai manié le terme vieux con. Alors j'allais dire que toujours, là vous hurliez contre les jeunes, mais c'est un grand classique, parce que finalement vous avez toujours hurlé contre les jeunes. Ah, non. Tout le temps. Je voudrais, et pour qu'un peu on se souvienne hein, de vos excès aussi, et de vos gueulantes, qu'on le revoie, un bref extrait de droit de réponse. C'était justement à l'arrêt de Charlie Hebdo en 82. On regarde. Charlie Hebdo, ça vous paraît quoi? Ça vous paraît être trop contestataire et pas assez positif? C'est mon impression. Ouais, c'est un journal, disons anarchique. Et je crois que les jeunes, ils ont des préoccupations dans la vie. Et c'est des choses dont ils tiennent compte de plus en plus. Ouais. Et je crois que c'est au détriment aussi d'un certain humour. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? C'est des merdeux. Alors il faut des inviter trous du quoi? cul. Des Bon, cons. merci Choron. Bon, allez. alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère. C'est les mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi du allez, mot. pas d'un. Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ça suffit, Choron. Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. On a envie de la réponse à ton voisin. J'ai pas changé d'avis parce que, si tu veux, on enterrait un journal comme Charlie Hebdo et tout le monde était en train de pleurer dessus, de chialer dessus. Et Pollack, il invite des lycéens qui n'avaient jamais ouvert ce journal, tu vois. Et pourquoi des lycéens? Qu'est-ce qu'un lycéen a de plus qu'un ouvrier d'usine ou qu'un mec, tu vois? Et pourquoi des lycéens? C'est l'élite de la nation, le lycée. C'est les branleurs, les lycéens. C'est la période où on ne sait pas baiser. C'est la période où on se masturbe. Je vous arrête une seconde. J'aimerais savoir, simplement, d'où vient cette révolte que vous traballez depuis toujours? Ouais, j'ai essayé de me poser la question parce que j'ai quitté l'église en me battant avec le curé. Hein, il voulait me faire foutre à genoux devant. Je sais plus ce que j'avais fait. Pendant la messe, il voulait me foutre à genoux. J'avais 12 ans. Je suis jamais arrivé à me mettre à genoux. Tu vois, il m'a appuyé sur la tête. Bon, on s'est battu. Je me suis sauvé. Il m'a enfermé dans la sacristie, tout le bordel. Bon, après j'ai fait la guerre d'Indochine. Tout le monde nous jetait des pierres. Tu vois, on est parti à la guerre. La CGT, tout ça, tout le monde communiste nous jetait des cailloux. On est revenu la nuit, les héros, mon cul, on nous jetait des pierres. Est-ce que c'est vrai que vous vouliez faire une carrière dans l'armée au départ? Ah oui, parce que j'aimais bien l'ordre, j'aimais bien donner des ordres, et j'ai chopé du galon. Arrive au galop, là. J'ai fini sergent parachutiste, quand même. C'est un vieux con, il le dit. J'étais sergent parachutiste, quand même, j'ai fini comme ça. Hein. Bon, j'aurais fait un bon général, je suis sûr, oui. Bon, ça va. Mais c'est terrible ce que vous êtes en train de dire. C'était alors ou carrément, vous voyez, hein, ça fait un peu peur. Mais non, Guillaume est en train de vous regarder. Vous vous rendez compte ce que c'est que la vie d'un gars qui va, un conquérant, la vie d'un conquérant. On arrivait en Indochine, on était les rois.
C'est formidable, vous avez 18 ans, vous avez... Et je vais me plagier moi-même, mais j'ai envie de vous dire, professeur Choron, qu'est-ce qui vous arrivait quand vous étiez petit pour à ce point être dans cet état-là? Moi, papa est mort, j'avais 11 ans, il est crevé de la tuberculose, c'était pas le sida à l'époque, on avait beau se balader avec des capotes anglaises sur la tête, l'air qu'on respirait, machin, bon, on attrapait la tuberculose. J'étais le premier à l'école, j'ai pas fait d'études parce qu'il a fallu que je nourrisse mes petites sœurs qui me faisaient bander, je leur devais bien ça, tu vois. Donc je suis allé travailler à la fromagerie du village et tout, et puis je me suis vite aperçu que j'aurais les pattes dans le purin toute ma putain de vie si je restais dans ce village de cons. Et à l'époque, il n'y avait pas le club Méditerranée, il n'y avait rien. C'est ça la révolte de départ. Je me suis engagé pour aller pourvoir du pays, foutre le camp, tout ça. Et la bascule entre l'armée et après c'est le même boulot. J'ai fait un boulot de voyou après en rentrant de l'armée. Je ne savais rien faire. Donc, ou on m'engageait comme tueur, bon, bah ça va. Ou alors, je vendais des journaux dans la rue et c'est comme ça que je suis rentré dans la presse. Puis j'ai rencontré donc Cavana, Reiser, toute la bande. J'avais un grand journal qui s'appelait Harakiri. Et c'est la morale, c'est les procès et tout ça qui m'ont foutu par terre. Finalement, j'ai été interdit 3 ou 4 fois et des interdictions qui duraient 6 ou 7 mois. Et les braves curés m'ont eu. Ils ont eu ma peau. Et je suis le professeur Choron, ruiné, nettoyé, vidé, allongé dans le cabinet, mais qui ramène encore sa gueule comme Mireille de Balavite. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère ramener ma gueule jusqu'au bout et d'être méchant jusqu'au cimetière, tu comprends? Et que je taperai dans le cercueil et tout le bordel de merde, dans le fourgon mortuaire. Bon. La rage, Choron, c'est quoi? C'est quoi? La rage, c'est de voir pas pouvoir s'en sortir. C'est les différences sociales, c'est quoi? Contre quoi vous pestez? En dehors des institutions. Les différences sociales ne me gênent pas du tout. Non, mais en dehors de l'institution, une fois qu'on a parlé de l'Église, une fois qu'on a parlé de l'armée, une fois qu'on a parlé des politiques. Moi, ma République française, je l'ai adorée sur les bancs de ma communale, on me l'a fait adorer. Et puis quand je suis rentré dans cette République idiote, con, pleine de principes, pleine de morale, pleine d'interdictions, pleine d'interdits, je me dis quelle différence entre il y a une République où on m'a fait croire qu'il y avait la liberté et une dictature. Au moins la dictature, c'est tu sais où tu es. Il faut lécher le cul au dictateur, à partir de ce moment-là, tu ne crains rien. Tu comprends? Même Muller n'aurait pas osé, il est là en train de se dire, j'ai encore des leçons à prendre. Abat la morale, abat toutes les morales, abat ces idées qu'on nous a... Ça va, avant de commencer l'émission, je m'étais dit, je vais te blinder. On a beaucoup de mal à enlever de son cerveau ce qu'on a. Donc c'est abat l'hypocrisie, Choron, c'est ça? C'est même pas je crois plus que ça tient de la bêtise que de l'hypocrisie. C'est plus de la bêtise, tu vois. Quelles sont les limites que vous êtes données? Est-ce qu'il y en a par rapport à la vie privée, par exemple? Oui, je suis bien obligé de respecter les règles de la société dans laquelle je vis. Hein? Bon, ça m'énerve de payer mes impôts parce que je sais que ce n'est pas... je sais que c'est du racket. Hein? On me prend mon pognon à moi et on me fait croire que c'est un devoir civique de payer ses impôts. Mais devoir civique vis-à-vis de qui? De mes couilles. Monsieur le Père qui dit aimez-vous les uns les autres. Le Christ a dit aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a rien de plus con que de s'aimer les uns les autres. On a déjà du mal d'aimer ses proches. On ne va pas aimer le voisin. Choron, je crois qu'on avait compris là. Bon. Je crois qu'on avait compris. Par rapport à la vie privée des gens qui vous sont proches, à savoir par exemple votre fille, Michel Bernier. Oh, bah, j'aime bien ma fille. Non, mais qui est en train de faire une très belle carrière, commence à être applaudie par ses pairs. Elle vous surprend, oui? Elle a poussé vraiment comme un champignon. Je croyais qu'elle faisait du droit. Je la retrouve au théâtre de Bouvard. C'est tout. Elle aurait bien aimé être là. Elle ne pouvait pas être là, votre fille. Mais elle nous a dit, puis elle le raconte, qu'elle a eu la chance de ne pas devenir droguée ou pute. Alors, comment vous réagissez quand elle dit ça? Elle parle mal, ma fille, elle me déçoit. Attends d'arrêt. Il n'y a pas de honte à être pute, il n'y a pas de honte à être drogué, moi, dans ma tête, tu comprends? On fait ce qu'on peut dans la vie. Hein. Est-ce qu'elle pourrait vous arrêter, elle, si elle vous disait, là, arrête, ça m'a fait mal, est-ce que vous arrêteriez? Ou vous vous dites... bien sûr que je n'irai pas lui faire du mal, c'est quand même... bien sûr, oui, bien sûr. Si tu veux, moi je dis, on peut rire de tout. On n'est pas obligé de pleurer sur tous les morts. Mais toi, tu irais en rire avec la voisine. Ah, mais bien sûr. Non. Mais d'ailleurs, vous avez ironisé sur la mort de vos proches.
Bon, il n'y a pas à dramatiser la mort dans notre société de merde. On dramatise les morts, tu comprends? Oui, mais c'est justement, je crois que la mort aujourd'hui, et je le demande aussi à Christophe Lambert, publicitaire, je crois que vous n'allez pas dire le contraire, mais aujourd'hui c'est presque politiquement incorrect de parler de la mort. Incorrect. Hein, on en est la très, maladie. très loin. On sait si on a perculé des interdits, mais alors la mort est un tabou très très difficile à toucher, quoi. Très difficile. Lio, comment vous réagissez, vous, aux propos de Choron? À un moment donné, si vos enfants vous disent « Maman, là, tu es allée trop loin, arrête, là, je n'aimerais pas te voir nue ou tenir ces propos », je ne sais pas si je les écouterais ou pas, en tout cas que ça me toucherait, c'est certain. Moi, je sais qu'il y a une image qui a été parue où j'embrassais une fille au Hot d'Or et j'embrassais une actrice de porno sur la bouche et c'est apparu dans Voici, à l'école, et ma fille en a été très très mal. Elle était venue me dire « Maman, quand tu viens me chercher à l'école, surtout tu dis bien aux copines que tu ne l'as pas fait pour de vrai et que c'est un photomontage. » Donc j'ai bien compris qu'elle en souffrait. C'est pas pour ça que j'ai arrêté d'embrasser des filles sur la bouche, c'est évident. Mais vous lui en parlez? Mais je lui en ai parlé, bien entendu, et j'ai pris conscience que ça la blessait. Mais le problème n'était pas que j'embrassais une fille sur la bouche, c'était le problème de ce qu'en avait fait Voici. Donc c'est à Voici que j'irais casser la gueule. Si l'occasion s'en présente. Michel Bernier, votre fille, nous a dit aussi que vous aviez du mal à être heureux parce que vous ne compreniez pas les humains. Si, non, mais oui, c'est ça, oui. C'est un peu ma réaction. Est-ce qu'elle a raison? Oui, c'est sûr que c'est difficile d'être heureux quand tu entends des conneries tout le temps, c'est tout, puis voilà, quoi. Père Rougier, vous comprenez finalement la colère de départ de Choron? C'est fascinant. J'ai rencontré dans ma vie des personnes qui avaient cette révolte intérieure et qui en dit long, qui parlent. C'est un message, là. Et moi, ce que j'entends derrière, c'est sans amour, on ne peut éprouver que de la révolte et un cri. Donc il y a un « aimez-moi ou je meurs » derrière ces paroles, ou « aimez-moi ou je mords ». Et moi, je n'avais pas découvert Choron sous cet aspect. Hein. Je le croyais simplement cynique et dans la dérision. Là, je découvre une blessure formidable et un cri qui s'échappe de cette blessure. Enfin, putain, c'est racheté. Non, arrêtons. Voilà, c'est presque la réclame. Arrêtons ça, mais je savais que ce serait récupéré comme ça. À partir du moment où vous dites je suis athée, je suis mécréant, les curés disent oh là là. Il est malade. C'est la rédemption te guette. Non, face à l'athéisme, je pense à la réflexion de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a apporté quelque chose, finalement, la provocation, que ça a servi à quelque chose? Oh non, puis j'en ai rien à foutre, tu sais. Moi, je vais te dire, ouais, je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose, j'en sais rien. Je vais passer une seconde sur la Terre, on oubliera vite Harakiri et le professeur Choron et tout le merdier. Donc profitons-en, la vie est là, on respire, c'est beau, il y a les petits oiseaux, il y a tout ça. Voilà, c'est tout, quoi. Jean-Pierre Mocky, enfin, c'est à votre tour de parler. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes un peu le frère d'armes, vous, du professeur Choron. Vous retrouvez, j'imagine, non, mais tout ce qu'il dit, c'est un petit peu ce que je pense. Moi, je me suis battu avec un curé, et je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il m'avait mis la main au panier. Et après, je les ai plus aimés. J'en ai trouvé quelques-uns qui étaient pas mal, généralement des curés de campagne, d'ailleurs, curieusement. C'était des braves types... des petits soldats, des soldats. Ils vont finir par se réconcilier avec non, vous. Mais enfin, pas les évêques, les machins, parce qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie dans l'Église. Pourquoi un évêque, pourquoi un pape, pourquoi un cardinal? Tous les évêques devraient être des piou-piou, tous les curés devraient être des piou-piou, tous pareils, comme des petits martiens. Ils devraient tous être pareils, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie là-dedans. Quant aux politiques, je les ai toujours attaqués parce que j'ai vu des choses terribles en politique, et surtout dans les mairies, dans les choses comme ça, où il y a plein de gens qui volent des pauvres gens. Alors, soit pour des terrains, pour des adjudications, pour des tas de trucs, quand vous arrivez dans une petite ville, vous êtes sûr qu'il y a des combis. Alors, les journalistes, ceux qui sont censés aussi porter le cinéma, ne vous suivent pas parce toujours. Que les journalistes, il y a des types très bien dans les journaux, mais ils ont des patrons, et c'est les patrons qui les empêchent d'écrire. Je voudrais lire, comme pour Lio, ce que certains critiques de cinéma ont écrit, ne vous ont pas épargné. Donc,
donc vulgarité, méprisable, franc-tireur, marginal, bête, anarchiste. Bon. Mais franc-tireur et anarchiste ne sont pas des injures. C'est ce que j'allais vous dire en le lisant, mais tout ça mêlé selon les convictions politiques des uns des autres. Ce qu'on dit souvent, c'est que mes films sont bâclés. Vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans la provocation quand on dit de vous êtes un provocateur? Vous le faites exprès? Et c'est les autres qui disent, je ne suis pas provocateur comme lui, moi. Attention, c'est pas la même provocation. Moi, je provoque parce que je fais des sujets que les autres ne font pas. C'est ça la provocation. Je provoque, j'essaye de sortir du rang de toutes ces conneries que je vois. Mais la liberté, ça se paye très cher. Ça se paye très très cher. Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Et ça, c'est très très grave. Parce que moi, je vais crever, mais les jeunes, moi je vois des jeunes arriver, ils ne peuvent pas faire des sujets. Ils ont des sujets aussi bien que les miens et ils ne peuvent pas les tourner. Mais ça vient aussi sans doute du financement aussi de la télé qui est dans le cinéma. La télé est aux mains du gouvernement. Je veux dire, la télé, malheureusement, c'est déjà extraordinaire que je puisse dire ça à la télé. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses à la télé, mais on ne peut pas les montrer des films. Non, mais tout sera coupé, je te rassure. Voilà, c'est ça. Jean-Pierre Mocky, je voudrais quand même savoir, est-ce que vous vous êtes posé des limites, vous, ou pas? Non, il n'y a pas de limite. Aucune limite. Il faut tout montrer. Si le pape a fait assassiner quelqu'un, il faut le dire. Je ne sais pas. Moi, il y a une histoire extraordinaire, c'est le pape Jean-Paul Ier. Comment il est mort, ce mec? Comment il est mort? Pourquoi Alors moi j'ai demandé ça à Monseigneur Gaillot. Je lui ai dit, alors, je lui avais posé d'abord une question, est-ce que tu te branles? Il ne m'a pas répondu. Ensuite je lui ai dit, est-ce que... Alors vous dites, je ne suis pas provocateur. Non. Alors on ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Quand on arrivera en 3000, on censurera encore ce qui se passait aujourd'hui. Vous aussi, vous ferez comme Choron, vous allez mourir en hurlant, en gueulant? En hurlant, mais je mourrai centenaire, parce que je suis d'origine tchétchène, et les Tchétchènes meurent vieux. On meurt jeune. Et vous, même question qu'au professeur Choron, cette révolte, elle vient d'où? Moi, je suis d'un milieu pauvre. Et c'est pour ça que peut-être j'ai eu cette révolte, j'ai vu des tas de types riches. Par exemple, vous savez que dans les metteurs en scène des années 60, il y avait plus de 50% de gens riches et très peu de gens pauvres. Et personne n'a fait d'études là-dessus. Mais le cinéma était un luxe. Il faut penser que Steven Spielberg, à 13 ans, il avait une belle caméra que son père lui avait payée. Moi, je ne l'avais pas. Je l'ai eu à 30 ans, ma caméra. Donc, si vous voulez, je crois que la pauvreté donne de la révolte et envie d'aider les autres. T'es un jaloux, quoi. T'es un jaloux. Voilà, non, mais on peut considérer que c'est de la jalousie. Mais c'est vrai que l'argent que j'ai gagné, je le mets dans mes films. C'est-à-dire, je n'ai pas de Rolls, moi. Vous ne me verrez pas avec une Rolls. Bon, enfin, bref. Alors, Lio, il faut aussi vous laisser partir. C'est presque un gag, hein. C'est un rituel dans l'émission. Vous avez un concert, là. Mais juste avant de vous en aller, je crois qu'il faut regarder le très joli dessin que vous a préparé Maester. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il dit que je m'en vais. Il demande à Claire, qui l'a très joliment dessiné, ce qu'elle fait après l'émission. Ah oui, mais là, il en aime deux, c'est bien. On se le partage, Claire, si tu veux. Exactement. Merci, Lio. Jean-Pierre Mocky, vous avez été, vous aussi, alors croqué par Michel Muller. Ce n'est pas triste, on regarde. Mocky, c'est le roi de la provo. Mais la vraie provo à nulle part ailleurs, c'est d'offrir 5 longues minutes de bonheur. Allons-y. 5 longues minutes de bonheur. Top chrono. C'est long. Ah bah non. Bah là, faut recommencer. Pour 5 autres minutes. Oh non, les filles, c'est pas bien ça. Bon, 5 autres minutes de bonheur. Top chrono. Il fallait pas l'inviter, Mocky. Le bonheur, c'est pas son truc. Alors, il vous a bien vu, Muller? Oui, en tout cas, moi j'aime beaucoup Muller. Il a une gueule qui prend au court foyer. Il a une gueule extraordinaire, une gueule de science-fiction. Il fait peur. Arrêtez. Il commençait à se réconcilier avec lui-même. Et là, il fait peur. Et alors, il a plein d'esprit et il va jusqu'au bout lui aussi. Michel Muller, comment on fait pour, quand on est soi-même provocateur, humoriste, je suis un nain. Oui, non, mais pour justement faire de l'humour sur eux deux, comment on fait? Eux deux, ça va. Il y a quelques humoristes qui n'ont pas forcément la dérision de ça, avec qui ça s'est pas très... Avec qui ça s'est mal passé? Ça va pas, non. Mais
eux, forcément, ça peut... Choron, jusqu'où il ira toujours plus loin. Si je le traîne dans la boue, il m'ira encore. Donc, Marie-Blanche de Breuil, Oui. alors, vous, quelle est votre réaction par rapport au discours de Choron et de Jean-Pierre Mocky? Eh bien, d'abord, je trouve que ce sont des personnes qui ont beaucoup de talent et que le talent m'a toujours émerveillée parce que dans mon petit cadre, dans mon petite sphère, je fais ce que je peux. Évidemment, je ne suis pas sortie d'un milieu pauvre, c'est pas un scoop. Mais je travaille quand même. Et moi, ce qui me fait plaisir, on a dit beaucoup de choses sur la politique, sur la France, tout ça. Eh bien, il y a une chose où nous avons, je crois, encore une place, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont tout à fait admiratifs de notre civilisation, qui peut être aussi bien dans le cinéma que dans les journaux, que dans... On dirait presque une femme politique, là. Nous avons... Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, parce que j'adore l'argenterie, tu vois. J'ai pas dit ça. Non, j'adore une table bien mise. Oui. J'adore des beaux verres, tel verre pour boire la flotte, tel verre pour pisser dedans, tel verre pour mettre le Bordeaux. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vachement bien. J'arrive à me faire publier, alors que parce que quelquefois on se dit, les gens comme moi, on se dit ils font rien de la journée. J'étais obligée d'apprendre à faire la cuisine parce que bon, je n'étais pas tellement douée au départ. Je suis partie aux États-Unis, j'ai donné des cours. Oui. Ça m'a d'abord ouvert l'esprit. Vous n'avez jamais été en révolte de votre propre milieu? Parce que jamais. Je les ai surpris aussi, énormément, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je fasse ça, je crois. Mais en même temps, c'est dans les règles de l'art de donner des cours de cuisine et oui, mais enfin, ils me pensaient que je ne ferais pas ça, que vous voyez plus antiquaire, ou voilà, des choses comme ça. Et ben, je suis très contente parce que ça m'a enrichie. D'abord, ça m'a permis d'être là ce soir, de vous connaître tous, et que si j'avais pas fait ça, je pense que vous ne m'auriez jamais invitée. Vous auriez rêvé d'épouser ou de vivre avec une princesse? Oui, c'est sûr. Surtout qu'elle a appris la cuisine. Elle a appris la cuisine. Elle a appris la cuisine. Moi, j'aurais pas aimé parce que je suis trop sale, je mange salement, j'ai pas d'éducation moi, alors donc je pourrais pas vivre dans un milieu justement avec des assiettes d'argent, tout ça, je mange avec la main. Oui, mais t'es pas français. Mais j'ai pas d'assiette d'argent d'abord. C'est des cochons. Alors donc, c'est des gorées. Alors je pourrais pas, je me ferais remarquer tout de suite dans les. Donc impossible pour vous. Moi, je peux pas, les réceptions ça m'emmerde, donc ils mangent tous à table, ils sont une dizaine, une vingtaine, je sais pas. Je vous arrête. Quelle est votre spécialité? Les soufflets. Mais moi je vous trouve le soufflet. quand même ils sont assez respectueux. C'est intéressant de voir l'un et l'autre. Hein. Assez respectueux quand même de la bonne cuisine. Elle vend du plaisir. On va pas chier sur le plaisir. On veut du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est très étrange. Ils veulent bouffer du soufflet. Il n'existe plus. En plus, elle est très belle. Elle est. Non, en plus, oui, une belle princesse. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu être son prince charmant et aller la réveiller derrière ses casseroles. Vous avez besoin d'argent en ce moment, professeur Choron. Est-ce que vous dites finalement... On a toujours besoin de pognon, mais là, on fait avec ce qu'on gagne. Est-ce que c'est une drague intéressée? C'est ce que je voulais dire. Ah, s'il y a de l'argenterie, j'irai avec une musette. À mon tour de vous provoquer. Vous m'invitez, j'y vais avec mon sac. Très bien. Je vous invite tous. Pierre Castillon. Alors, vous, la plus jeune quand même de la table, est-ce que vous êtes choquée par ce qu'ils disent ou vous dites, comme ceux du micro-trottoir, finalement, c'est dépassé, ils nous ennuient, maintenant ils ont plus de 70 ans, il ferait mieux d'arrêter? Ou au contraire, vous dites, heureusement qu'ils sont là, il faut qu'ils continuent? Non, moi j'aime bien la rage en fait. J'aime bien l'idée de rage et voir des personnes comme ça, voir des personnes se battre pour des choses. Alors après, j'aime ou j'aime pas ce pourquoi ils se battent, mais moi j'aime bien la rage comme moteur et mais plutôt pour aller en haut. Et c'est vrai que pipi, ça me fait rire, mais pas tout le temps, ça me fait rire un petit peu. Et puis après, non mais j'aime bien. Non mais je parle pas de vous. Non mais. Oui, on n'a pas 70 ans. Non mais c'était pour résumer. Elle voulait dire pipi caca, c'est ça. Ça va. J'ai dit que pipi parce que j'ai pas osé dire. Elle n'a pas osé. Je parlais pas. C'est extraordinaire. Vous n'avez pas osé dire caca. C'est bon. Je crois. Non, je sais pas. Oui, je me suis arrêtée à pipi. Oui, laissez-la parler. 2 minutes. Parce que c'est intéressant que Claire n'ose pas dire ce qu'on dit quand on est une petite fille alors qu'elle écrit
absolument des non, choses mais incroyables. ce que je veux dire, c'est que bon, les extraits qu'on a vus, il y a des choses qui me font rire, vraiment rire, mais et puis il y en a d'autres qui m'amusent moins parce que c'est trop du comique, parfois de répétition, qui m'ennuie, mais ça, on s'en fiche, c'est une question de goût, c'est mon goût. Donc après, moi j'aime bien les coups de rage, si les vraies personnes en vie, et là ça fait du bien de voir des gens en vie qui se battent pour un truc, que ça C'est plaise la rage pas de aux autres, vivre c'est pas aussi. très... Oui, c'est ça. Et ça c'est bien. Jean-Pierre Mocky, après tout ce que vous nous avez dit sur le manque d'argent pour faire des films et tout, alors j'imagine que ce que va dire James Arch, vous avez malheureusement, on est en fin d'émission, pas beaucoup de temps pour Il a plein de témoigner. pognon, il a plein de pognon. Vous reviendrez une autre fois. Mais alors, il faudrait qu'il nous donne de l'argent pour faire entre autres, il a créé des boîtes de nuit. sorte un peu sa cagnotte aussi. Non, mais moi, je me refais Voilà. avec le cinéma. Alors, vous avez créé des boîtes de nuit, Ouais. le bus Palladium entre autres. Et alors, vous ne vous cachez pas de temps en temps de flamber, je le disais, en tout début d'émission, parfois 100 000 francs donc, au jeu. Ouais. Est-ce que, bon, voilà, ça vous choque? Non. C'est son il a pognon, gagné il en son fait ce pognon. qu'il Non, mais veut. d'une part, c'est mon argent, je l'ai gagné honnêtement, sinon je ne pourrais pas le C'est dire. dommage, je suis honnête. Bien sûr, oui, mais enfin, c'est un petit regret. En réalité, c'était un but quand je n'en avais pas. Je suis aussi d'une famille modeste, issu d'une famille modeste, et je cherchais à en avoir parce que je pensais que c'était le bonheur. Et puis j'ai eu la chance, comme le professeur le sait, en 65, de faire le bus Palladium, et là, j'ai gagné une fortune. Grand moment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un appart à Neuilly, bien sûr, puisque moi, je suis d'Asnières. Il fallait être à Neuilly. J'arrive à Neuilly, je m'achète une belle voiture. Je n'avais pas le permis, j'ai acheté une Rolls, parce qu'il n'était pas question d'avoir un chauffeur avec une 4 chevaux. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai meublé selon les goûts que j'avais vus chez... tout ce que j'avais vu chez les gens qui étaient nantis, à savoir au cours des surprises parties de mes amis qui m'invitaient gentiment, parce que je faisais le clown et je servais à quelque chose. Il y avait toujours une question d'échange. Donc, j'ai acheté des meubles, et j'ai meublé. Ensuite, je suis allé à la grande surface du coin, avenue Charles de Gaulle. J'ai poussé un caddie, 2 caddies, 3 caddies, je mettais n'importe quoi. Et puis, je me suis retrouvé chez moi avec mes placards pleins, avec mes meubles comme j'avais pensé, rêvé. Et je me suis rendu compte que je m'étais complètement gouré de chemin. Donc, l'argent ne m'apportait rien. Je cherchais autre chose, il fallait vite que je l'évacue, cet argent. C'est tout. Et vous brûlez les mains. Il me brûle les mains toujours parce que ça ne m'intéresse pas. Il gagne tout le temps. Il est preneur, il est preneur. Il est preneur, mais il n'en a pas besoin parce qu'il a un très bon cinéma qui fonctionne bien, il a des films qui fonctionnent bien. Il a du pognon, Non, il a- Et il dépense rien. 20 balles la chemise, Alors, 20 balles. Non, c'est un Tchétchène, c'est un avare, c'est un radin. C'est des Le chemises. professeur Choron en a besoin. Il n'y a pas de problème, on est Relancer gros amis. dada, relancer D'accord. gros Mais dada, est-ce que de c'est temps ça. en temps, plutôt que de jouer au jeu, justement, vous ne préféreriez pas le donner, cet argent? Mais je le donne également. D'abord, je le donne à mes enfants et à ma famille. Et puis, quand je peux faire quelque chose, je ne vais pas le dire, surtout pas à la télévision, mais je fais ce que je peux. Et j'ai quand même un petit sens moral, même si c'est pas de bon goût ici. Quand vous dites, vous, publiquement, que vous claquez de l'argent au jeu, Ouais. est-ce qu'on vous a déjà dit d'arrêter de parler comme ça, que c'était de mauvais goût Ben, au je vais vous moment dire. où les gens manquaient tellement d'argent? Oui. Je pense très sincèrement que je n'ai pas de leçon à recevoir de personne, si ce n'est que les seules personnes que j'ai pu écouter, et encore, sont mes parents. Je leur dois le respect. Mon père est décédé maintenant, mais c'est la seule personne que j'ai écoutée parce qu'à un certain moment, il n'avait plus de mots pour me le demander d'arrêter de jouer, parce que lui étant un petit artisan et qui gagnait difficilement son argent, je faisais de la provoque à mauvais escient, si je puis dire. Donc un jour, au lieu de trouver des paroles, il s'est mis à pleurer, et là j'ai compris que je faisais du mal. C'est tout. Père Rougier. Ma révolte à moi. Alors, oui. Je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle Dieu était là et je ne le savais pas. Je crois que c'était une révolte contre le vide spirituel de mon époque, un peu dans la foulée de ce que raconte Antoine de Saint-Exupéry. Et je crois que ma vocation est un peu née d'une de ces phrases. À la tête de ma cité, je mettrai des poètes et des prêtres. Ils feront s'épanouir le cœur des hommes. Et j'ai eu le sentiment qu'on manquait de transcendance, on manquait d'âme. Donc il y a encore de quoi se rebeller pour moi très fort.
Et la rébellion dont a parlé Jean-Pierre Mocky, c'est un peu là, comme celle j'ai dit ce que je pensais de celle de M. Choron. Jean-Pierre Mocky, moi j'ai adoré quand il a dit au début qu'il fallait réveiller les endormis. J'ai envie de voir ces films pour voir leur puissance de réveil. Pour finir cette émission, j'aimerais maintenant que l'on regarde quand même les dessins que nous a confectionnés pendant un temps certain Maester. On les regarde peut-être dans les écrans, Maester, non ? Oui, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Voilà, il y en a beaucoup ? Il y en a un petit paquet. Un petit paquet ? Alors ? Prêter de l'argent à Choron, ça c'est un sacré coup de poker. Et notre ami qui répond, oui, je me couche. Ça serait vraiment provocateur, Maester ? Non, ça c'est des petites réactions sur gentil. le coup. Sur la rage, je disais à Mademoiselle Claire, moi aussi j'ai la rage. On va s'aimer comme des bêtes. C'est bien joli les sujets de société, mais ta vache folle dans ton film, elle baise. Et qui est le producteur, Maester ? C'est un producteur. Ah bon, il ressemble à André Santini. Il est parti, c'est vrai. Hein. Il a le cigare, Oui, il a... André Santini, mais on va voir André Santini. Montrez-nous André Santini, oui. Alors. Ne mettez pas les hommes politiques à poil, même si Santini est d'accord. Oh, il est terrible, là. Vous allez lui envoyer, non? Attendez, on n'a pas vu Choron. On n'a pas vu Choron. Choron, il va emmerder tout le cimetière. C'est la première fois que je vois le faire rougir, ça marre. hurler de rire. Et pourquoi ça vous fait rire? Je sais pas, parce qu'en fin d'émission, on finit par être KO. Il sait qu'il est viré. Ah, on l'a eu, hein. C'est pire qu'un match. J'ai fait beaucoup de boxe, j'ai jamais été KO autant qu'aujourd'hui. On l'a eu. Ouais, voilà. Mais quand même. Moi qui rêvais de rencontrer Mireille Dumas. Fallait pas m'inviter. Sur une autre émission, c'est ça, Père Rougier. D'accord. Tout arrive. Alors, Maester, quand vous dessinez, donc, qu'est-ce que vous... Quand je dessine, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous dire, là, je suis allé trop loin, ou je ne vais pas y aller parce que je franchis une barrière? Non. En dessin, non. On peut tout se permettre pratiquement en dessin. Il n'y a pas tellement de limites. Les interdits, ils sont intimes à la limite. C'est ce que nous, on pense qu'on ne peut pas, qu'on ne pourra pas dire parce qu'on ne saura peut-être pas le dire correctement. Les interdits, ils sont juste là. Il y a une question que je ne vous ai pas posée aux uns aux autres. Jean-Pierre Mocky, professeur Choron et Michel Muller. C'est est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté une parole dite ou quelque chose que vous avez fait en vous disant là, j'ai dépassé les bornes, ou jamais? Moi, j'ai rien regretté. Jamais? Non, jamais. Je pense que je suis honnête avec moi-même et avec les autres, donc je dis pas de mal de gens que... Je dis que ce que je pense, donc ce que je pense, je ne peux pas le renier. Professeur Choron? Moi, j'ai regretté une fois, c'était quand il y a eu l'histoire de Crépy-en-Valois, les cars scolaires, là, les cars qui est parti en vacances, qui étaient... Ah oui, on s'en souvient. Qui avaient grillé. Et alors, on avait fait, avec Jean-Marie Gouriot, on travaillait pour Harakiri, et on avait fait un espèce de hit parade des grandes catastrophes de l'été, parce qu'il y avait eu plein de catastrophes à ce moment-là. Il y avait eu la bombe, le camion bombe dans un camp de camping espagnol et tout ça. Et dans les hit parades, on avait mis donc ces cars-là et tout ça. Et les parents, bon, ils m'ont fait un procès et je me suis retrouvé au tribunal, au milieu des parents qui souffraient, tu vois, devant la souffrance. Et j'étais jugé devant ces parents qui avaient les yeux rouges et tout ça. Donc, personne n'a compris. Mais c'est un truc qu'après, je l'ai regretté pour le moment vécu, quoi. Le moment dur, difficile, peut-être dans ma vie d'humoriste, quoi, là-dedans. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas au même niveau. Vous confrontez aux parents, c'est absolument impossible. Nous, on faisait de l'humour et d'un seul coup, on te met devant la catastrophe, quoi. Mais à partir de là, vous avez changé d'attitude? Ah bah non. Non, jamais. Après l'émission de ce soir, c'est culotté. Michel Muller, vous avez regretté quelque chose? Je n'ai pas passé assez de temps encore pour regretter. Non. Je regrette quelquefois de ne pas aller assez loin, d'être trop sage. Donc on en parlera dans quelques années. Dans 15 ans, je reviens, je serai à leur place. Père Rougier, vous regrettez d'être venu, vous? On verra au résultat. Si je me fais flinguer par trop de paroissiens, peut-être. Mais tant pis. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir vraiment parlé avec vos tripes, c'est le cas de le dire, et votre cœur. On se retrouve dans 15 jours pour une autre vie privée, vie publique.
N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.